comment accompagner le citoyen vers l'anti-gaspi. Pour remettre un peu en perspective et rentrer vraiment dans les échanges, j'ai remis le fameux camembert de la répartition du gaspillage alimentaire de 2020, où vous pourrez voir que la part de production du gaspillage par les consommateurs, 61 kg par habitant et par an, est la portion la plus importante. Alors certes, c'était une année de Covid, donc les habitants étaient souvent chez eux, donc il y a cette explication qui est présente. Mais on sait qu'au niveau de la consommation, il y a vraiment quelque chose à faire pour réduire le gaspillage. Donc d'où cette table ronde et d'essayer vraiment de se poser la question de comment on peut réduire ce gaspillage. Petit aparté aussi, ou petit focus sur la réglementation européenne. Cette année, la Commission européenne a fixé des objectifs. Alors, je suis désolée pour la table sur la restauration collective, on en a parlé, mais pour les autres, donc on a fixé, la Commission européenne a fixé des objectifs contraignants de réduction du gaspillage par rapport à 2020. Donc la France va être obligée, comme tous les autres États membres, de mener des actions pour réduire ce gaspillage. Donc c'est 10% au niveau de l'amont, que ce soit la production et la transformation. Mais à l'aval, l'effort qui est demandé est beaucoup plus fort. Donc l'Europe demande que des magasins de distribution jusqu'aux consommateurs, on réduise de 30% le gaspillage. Donc il y a tout un travail vraiment important à mener à ce niveau-là. Et pour finir ce petit focus, je vous ai remis la répartition dans les ordures ménagères. Donc là, c'est vraiment le consommateur. On voit la répartition des déchets. Et vous voyez qu'on a une part importante, la part la plus importante, ce sont les déchets organiques. Donc il y a une obligation déjà de les sortir de cette poubelle. Mais les déchets organiques de notre poubelle, c'est surtout des déchets alimentaires. Et donc on retombe sur notre gaspillage alimentaire. Donc on voit vraiment toute la pertinence qu'on a à agir sur ce sujet-là. C'est pour ça qu'on a été chercher des expertes au niveau national pour essayer de voir déjà ce qui a été mené et avoir cette approche-là. Avant de leur laisser la parole, je fais un petit focus sur une actualité qu'on n'a pas pu passer et qui a toute sa place ici au niveau de la consommation, c'est le label anti-gaspi. Vous en avez peut-être entendu parler, c'est quelque chose d'officiel, c'est un label qui est donné sur certification, donc il y a des organismes certificateurs qui donnent ce label avec 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Pour l'instant, ce label existe uniquement pour la distribution, donc ce sont les magasins de distribution ou les petits traiteurs alimentaires qui peuvent postuler pour avoir ce label anti-gaspi. Donc, ce n'est pas encore très connu. Je pense que ça mérite vraiment d'être connu dans les territoires pour essayer d'avoir plus de magasins ayant ce label, parce que c'est vraiment, il y a un cahier des charges qui est vraiment très exigeant et qui repose sur des choses très, très concrètes. Je vous ai mis la carte des magasins qui étaient labellisés actuellement en Normandie. Donc, on en a 4. Et ce sont 4 magasins Leclerc. 5, pardon, je ne sais pas compter. Il y en a 5. Donc voilà, il y a tout intérêt à ce que nos territoires s'emparent de cet outil-là, de ce label-là. Prochainement, on l'aura sur la restauration collective. Donc là, c'était le lien avec le consommateur, parce que c'est les magasins. Donc si dans vos territoires, il y a des démarches, ça peut être intéressant de travailler avec la distribution alimentaire pour qu'ils aillent vers ce type de label. Et donc enfin, nous allons commencer cette table ronde. Donc on a 3 expertes qui vont être présentes. Donc on a Alba Despart qui est de l'ADEME et qui travaille et qui coordonne tous les travaux sur l'alimentation durable. Donc on voulait vraiment une approche globale sur l'alimentation. Donc Alba va nous donner cette approche pour qu'on commence à rentrer dans cette discussion sur l'alimentation durable, parce que le gaspillage, on ne peut pas le traiter tout seul, on est obligé de l'avoir dans une approche beaucoup plus globale et systémique. Ensuite, nous aurons Delphine Labouze, qui est donc docteur en psychologie sociale et environnementale et qui a mené toute une étude d'accompagnement de familles sur le gaspillage alimentaire. Donc on verra tous ces enseignements et toute cette matière que l'on pourrait réutiliser et de voir comment on pourrait l'intégrer dans nos actions. Et enfin, donc on aura une application concrète avec Marine Fourreau, qui est donc des CPIE et qui a mené le projet Défie-toi, donc qui s'adresse à toutes les problématiques. Ce n'est pas que le gaspillage alimentaire, mais il y a un focus sur le gaspillage alimentaire et ça fera vraiment écho aux interventions qui auront lieu précédemment. Et on finira par un petit point de l'actualité européenne.
Alors, Alba, Hop. Ah oui, du coup, je peux passer. Ça va. Ouais. Donc, je passe ici. Oui, oui. Ok. Bonjour à tous et puis merci de m'avoir invité aujourd'hui. Merci de me donner la parole. Donc, moi, effectivement, je travaille à l'ADEME nationale. Donc, j'étais bien embêtée pour mettre ma gommette en arrivant ce matin parce que du coup, on est situé à Angers. Donc, je pense que j'ai fait le plus gros trajet pour venir à ces assises. Et donc, effectivement, je travaille de façon un peu transversale, pas spécifiquement sur le gaspillage alimentaire. C'est ma collègue Laurence Gouttière qui travaille sur ces enjeux-là. Et voilà, peut-être que certains ont été amenés à la croiser par le passé, mais malheureusement, elle n'était pas disponible aujourd'hui. Et du coup, au niveau régional, finalement, le contact référent, c'est Laura qui s'est présentée tout à l'heure, Laura Grassin, avec qui on travaille sur le territoire, enfin sur les actions spécifiques normandes. Et effectivement, moi, dans ma présentation, l'idée, c'était de rappeler un petit peu, faire un petit peu un pas de côté ou un pas de recul, je ne sais pas, par rapport au gaspillage, et rappeler finalement quelques grands messages qu'on porte à l'ADEME sur les enjeux environnementaux liés à l'alimentation, peut-être pour donner aussi, dans cet objectif de sensibilisation des citoyens, pouvoir aussi rappeler quelques messages, quelques ordres de grandeur qui peuvent aussi vous servir dans vos interventions ensuite, pour se rappeler un peu où sont les gros impacts. Et puis, en deuxième partie, j'ai essayé de ressortir, avec l'aide de ma collègue Laura, justement, quelques initiatives en Normandie, mais pas que, de collectivités qui peuvent être un peu inspirantes sur ces enjeux d'alimentation durable. Donc, évidemment, ça n'a pas vocation à être ni exhaustif, ni... c'est pas forcément des initiatives qui sont meilleures que d'autres, mais en tout cas, on trouvait qu'elles étaient assez intéressantes. Donc sur le premier, alors à titre introductif, je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites ce matin. Ce que je voulais rappeler, c'est dès qu'on parle d'alimentation, on est sur un secteur complexe où on croise de nombreux enjeux économiques, sociaux, environnementaux et puis de santé. Si je fais pour essayer de ne pas redire tout ce qui a été dit ce matin, je pense que l'enjeu de santé a été évoqué, mais un chiffre, nous, qu'on aime bien mettre en avant, c'est qu'en termes de santé publique, on constate qu'on a vraiment une dégradation de l'état de santé global de la population. Et un chiffre qui est assez parlant, c'est le taux de personnes en situation de surpoids en France. Donc c'est 49% aujourd'hui, dont 17% en obésité. Donc il y a vraiment un enjeu de dégradation de l'état de santé qui est lié en partie à nos comportements alimentaires. Donc c'est un enjeu important. Je pense que la souveraineté alimentaire, ça a été évoqué. L'enjeu de sécurité alimentaire, ça a été évoqué aussi, mais un chiffre aussi qui peut être parlant, c'est que quand on regarde un petit peu de façon prospective ce qui nous attend en termes d'évolution de la demande alimentaire, le chiffre qu'on aime bien mettre en avant, c'est qu'à horizon 2050, on s'attend au niveau mondial à un doublement des besoins alimentaires qui sont liés à la fois à la hausse démographique et puis aussi à l'évolution de nos régimes alimentaires. Et puis, je pense que tout ce qui est enjeu de rémunération juste sur l'ensemble des maillons de la chaîne agroalimentaire, ça a été évoqué. Et puis la question de l'accessibilité, je pense que ça a bien été évoqué ce matin. Sur les enjeux environnementaux, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que finalement 90% de notre alimentation provient des sols agricoles, avec derrière du coup des enjeux importants, puisque vous le savez tous, je pense, l'agriculture, elle est soumise à de nombreuses pressions aujourd'hui. Il y a des besoins, donc ça a été bien évoqué, de répondre à une demande alimentaire qui évolue, mais parallèlement, on a aussi des besoins alimentaires qui sont en croissance pour répondre à d'autres enjeux de la transition écologique, donc la production de matériaux, la production d'énergie, dont il faut tenir compte aussi quand on réfléchit finalement à l'évolution de nos systèmes alimentaires. Il y a cette demande-là aussi qui évolue. Il y a beaucoup d'attentes aussi des citoyens qui sont relayées par les politiques publiques pour réduire les impacts environnementaux de l'agriculture, que ce soit sur... alors, je vais parler pas mal du climat après, mais voilà, il y a aussi des enjeux sur les sols, la biodiversité, l'eau, l'air, effectivement, le type de pratiques qu'on va privilégier ou accompagner de pratiques agricoles impacte directement ces enjeux-là. Et puis, tout l'enjeu, c'est vraiment une plus-value du secteur agricole, de pouvoir aussi nous fournir un certain nombre de services écosystémiques, notamment en termes de biodiversité. Et ça, c'est tout l'enjeu aussi, c'est de pouvoir améliorer ou favoriser ces services-là.
Et puis le dernier point que je voulais dire, je pense qu'il a été abordé en filigrane aussi ce matin, mais il y a aussi ce gros enjeu autour de l'adaptation au changement climatique, où le secteur agricole aujourd'hui, on le sait, c'est un des premiers secteurs impactés, et avec aussi à anticiper on le voit déjà, hein, un impact direct sur les quantités produites, la qualité produite, et puis une fragilité à venir des acteurs agricoles, puisqu'on s'attend à avoir des successions, on va dire, de mauvaises années qui sont, voilà, une fréquence qui va augmenter aussi. Donc si je rentre plus sur les enjeux climat, une bonne façon de l'aborder, c'est de repartir de l'empreinte carbone, hein, donc l'ensemble des émissions qui sont liées à la consommation d'un habitant sur une année. Je pense qu'on a, ici vous avez peut-être tous en tête que l'alimentation, ça représente un quart de nos émissions carbone. Et ce que je trouve intéressant sur cette infographie, donc l'alimentation, c'est le rectangle jaune. On a le transport en rouge et puis tout ce qui est lié à notre logement en bleu. Et voilà, du coup, en termes de levier, ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, l'alimentation, elle se place au même titre que la part du transport et du logement. Et donc, on a vraiment un potentiel de levier qui est important à activer. Si on regarde un petit peu plus le détail de cette empreinte carbone, s'il y a un point à retenir, c'est que 2/3 de cette empreinte, elle est liée à la phase agricole. Et derrière, si on creuse un petit peu plus cette phase agricole, elle s'explique par la production de 2 gaz à pouvoir réchauffant important, la production de méthane qui est liée à l'élevage, donc à la fois l'étape de rumination et puis tout ce qui est stockage des effluents, et puis la production de protoxyde d'azote qui est liée à la fabrication d'engrais azotés et puis leur utilisation. Donc ça fait ressortir vraiment s'il y a 2 leviers importants à retenir sur... c'est vraiment ce qu'on va choisir en termes de... la part de viande déjà qu'on produit, les conditions, le type d'élevage et puis le type de pratique agricole en général ont un impact direct sur l'empreinte carbone. Et puis après cette phase agricole, le deuxième secteur important, c'est les transports avec 20% de l'empreinte carbone. Et derrière, en fait, si on regarde un peu plus en détail, c'est le transport routier qui impacte le plus l'empreinte carbone. Une deuxième approche intéressante, c'est l'empreinte sol. L'empreinte sol, donc de la même façon, c'est l'ensemble des sols qu'on mobilise pour répondre aux besoins, à la consommation des Français. Donc l'empreinte sol, c'est 26 millions d'hectares aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a 60% de ces sols qui sont des sols français, et puis 40% qui est finalement une empreinte importée et qui est liée à la production d'aliments qu'on apporte et puis à la production d'aliments animaux. Sur les aliments animaux, on retrouve en grande partie tout ce qui est production de tourteaux de soja pour l'alimentation, pour l'élevage. Et puis, dans l'import des aliments, ce qui est intéressant à avoir en tête aussi, c'est qu'on pense tout de suite aux produits exotiques. Donc, effectivement, on va retrouver beaucoup dans les produits importés, les bananes, les agrumes, le thé, café, chocolat. Mais derrière, on a aussi beaucoup de produits en fait, qu'on est largement capable de produire en France et qui permettent de répondre à une demande hors saison. Et je pense que, sur un exemple qui est assez frappant, c'est la tomate, où aujourd'hui, la tomate fraîche, on l'importe à quasi 50% pour répondre à notre demande, à une demande hors saison. Donc c'est assez important, mais c'est vrai pour la tomate, c'est vrai pour le concombre, pour les poires. Il y a un certain nombre de produits. Donc on a un vrai enjeu sur ces produits-là, sur ces questions d'importation. Et l'autre chose qu'on peut retenir aussi, c'est que si on regarde notre surface agricole utile de 28 millions d'hectares, et des poussières, on voit qu'on a largement matière à reterritorialiser une partie de cette production sous réserve qu'on reconsomme ces produits-là en saison. Et je fais une toute petite aparté pour dire qu'au niveau régional, il y a une étude qui a été conduite, qui se termine là, sur la résilience et la durabilité du système alimentaire normand. Et d'ailleurs, dans la salle café, je crois qu'a été affiché
le petit diagnostic où justement on revoit finalement de façon plus fine comment se font les flux à chaque maillon de la chaîne du système agricole au niveau normand. Donc c'est assez intéressant et c'est assez parlant pour voir en termes de souveraineté alimentaire, il y a encore pas mal de chemin. Et puis je voulais faire un focus aussi sur la viande, parce que bon, aussi on est plutôt sur un public anti-gaspi, mais c'est vrai qu'on voit qu'on a, pour nous ça reste le levier principal, la quantité de viande qu'on met dans nos assiettes. Et du coup, je vais commenter l'infographe, la figure de gauche, ça permet de donner des chiffres en fait sur quel est l'impact d'un habitant entre un habitant végétarien ou un gros mangeur de viande en bas. Et on voit qu'on peut varier finalement de 1 à 3 l'impact, l'empreinte carbone de la personne en fonction de son régime. Et ce qui est intéressant, donc l'omnivore 170 grammes, c'est un gros mangeur, c'est une personne qui mangerait 2 fois de la viande par jour. L'omnivore 75, c'est plutôt une portion de viande classique par jour. Puis le flexitarien, parce qu'il y a beaucoup de définitions sur ce qu'est être flexitarien, nous ce qu'on a mis derrière, c'est deux portions de viande classique par semaine. Et donc, ce qu'on voulait illustrer aussi ici, c'est de montrer que voilà, l'objectif, c'est pas forcément de tous devenir végétariens, mais déjà en réduisant, il y a des marges de manœuvre progressives qui permettent à chaque fois d'avoir des impacts qui sont significatifs. Et dans les messages qu'on aime bien mettre en avant aussi, c'est qu'on a matière à fortement réduire la consommation de viande sans pour autant mettre en péril les élevages de qualité. Le message, c'est bien de réorienter, de moins consommer pour consommer plus de viande qui est issue d'élevage de qualité. Il faut avoir en tête que c'est pareil en termes d'import, je ne l'ai pas dit, mais on est à 20% de viande de bœuf importée, et puis je crois que c'est 40% pour le porc et la volaille, donc il y a aussi matière à réduire et puis aller vers des élevages de meilleure qualité. Du coup, tu me dis si ça va en termes de temps. D'accord. Donc, voilà, cette slide, l'idée, c'était de représenter un peu ce qu'on identifie, nous, comme grandes catégories de leviers pour vraiment travailler sur cet enjeu carbone. Bon, c'est pas le seul, mais voilà, dans cet objectif-là, et qui sont en fait un petit peu les 3 grandes axes de travail qu'on se donne aussi à l'ADEME pour avancer sur cette question d'une alimentation plus durable. Donc, le premier levier, c'est tout ce qui touche à l'équilibre de nos régimes alimentaires. Et c'est vrai que pour aller vers des régimes qui soient plus sobres, mais aussi plus sains, plus sobres en carbone, et en matière de manière générale, le premier enjeu, c'est d'aller vers des régimes qui sont ajustés aux besoins. Aujourd'hui, on est clairement en moyenne plutôt en surconsommation calorique, protéique. On a vraiment matière à réajuster pour des enjeux de santé et des enjeux d'environnement. Le deuxième levier, c'est vraiment de revégétaliser l'assiette, donc réduire la part de viande, augmenter la part de protéines végétales. Pour avoir un chiffre en tête, on est à peu près à 2/3 de protéines d'origine animale aujourd'hui, et il y aurait clairement matière à inverser ce ratio, aller à 2/3 plutôt de végétal pour aller sur des régimes qui soient plus sains et moins impactants. Le troisième, c'est réduire la consommation de produits à forte empreinte. Donc, derrière, on a effectivement les produits importés, les produits hors saison. Alors, pour reprendre l'exemple de ma tomate, c'est vrai que quand on a 50% importé, et dans les 50% restants, on a une partie aussi qui est produite hors saison sous serre chauffée. Et l'ordre de grandeur sur l'impact de la tomate sous serre chauffée, c'est un impact qui est 10 fois plus important qu'une tomate qui est produite sous serre non chauffée. Donc, il y a aussi un enjeu là-dessus. Le deuxième volet, c'est tout ce qui est ensuite sur le volet de la qualité des aliments qu'on met dans notre assiette, donc aller vers des produits à forte valeur environnementale. Donc derrière, c'est des produits à base intrants, donc typiquement des produits bio, des élevages aussi plus extensifs, des élevages à l'herbe par exemple, où on dépend moins d'aliments importés, et avec un enjeu derrière de relocalisation, mais dans l'objectif de contribuer à l'autonomie des territoires, donc aller vers des filières plus locales dans nos approvisionnements. Et puis le dernier grand levier, c'est la réduction
perte et gaspillage, mais ça, je pense que celui-ci, vous le connaissez bien. Nous, on aime bien effectivement approcher ces 3 leviers ensemble parce que souvent, finalement, la lutte contre le gaspillage alimentaire, c'est un peu un premier pied dans la porte. C'est quelque chose où c'est peut-être plus facile de sensibiliser, où en plus on génère des économies. Et après, une fois finalement qu'on commence à être à sensibiliser à ces enjeux-là, ben, c'est intéressant de pouvoir un petit peu, alors je sais pas comment on dit, tirer la ficelle, dérouler la bobine, pour pouvoir aussi avoir une action un petit peu plus systémique et qui traite aussi des questions de ce qu'on met dans l'assiette, quel type d'aliment et puis quelle qualité. Voilà. Et voilà, donc là-dessus, je passe. C'était juste pour vous montrer le type d'infographie aussi qu'on a à disposition à l'ADEME qui peuvent être utiles. La première, elle résume à gauche ces enjeux autour de l'évolution qu'on peut apporter au contenu de l'assiette pour aller vers une assiette un petit peu plus durable. Et puis à droite, c'est une évaluation qui avait été faite de l'impact carbone de 3 types de menus en fonction notamment de la quantité de viande qu'on va mettre dans l'assiette. Alors ça, c'était une question qui revient souvent. Est-ce que manger mieux, ça coûte plus cher? Et l'exemple qui est là, c'est... ce que je voulais, c'était montrer une étude qui a été, valoriser une étude qui a été conduite par le WWF en lien avec Eco2 Initiative et qui a fait ce travail de partir d'un panier standard pour une famille de 4 personnes pour une semaine. Donc, c'était avant inflation, donc un panier à 190 €. Je crois que c'est une étude qui date de 2017 et qui a regardé qui a construit un panier flexitarien à même budget, à ISO-coût, avec un meilleur équilibre nutritionnel et puis un impact carbone fortement réduit, puisqu'on a moins 40% à peu près. Et du coup, les leviers derrière, ça a été de réduire la consommation de viande. Il y a 30% de viande en moins, plus de produits végétaux, plus de produits en vrac aussi, moins de produits transformés, gras, sucrés, salés. Voilà. Et alors, comment agir? Donc c'est là que j'ai mis quelques pistes sur les moyens d'action spécifiques des collectivités. Alors ça reste assez générique, mais voilà, c'est ce qu'on aime bien mettre en avant aussi à l'ADEME. Pour nous, le premier enjeu, il est autour de l'animation du territoire. Et la démarche qui nous semble la plus, ça a été bien évoqué, qui nous semble la plus structurante pour conduire impulser une dynamique au niveau d'un territoire, ce sont les projets alimentaires territoriaux. Aujourd'hui, il y en a plus de 400 sur le territoire national. Je crois que ça couvre à peu près 3/4 de la population. Donc, il y a vraiment un enjeu autour de ces outils-là. On voit qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est plutôt... finalement, le territoire est couvert. C'est plutôt de voir comment on fait en sorte que ces projets, qui parfois avaient une entrée un peu spécifique, deviennent le plus systémique possible et croisent un petit peu l'ensemble des enjeux. Comment on les opérationnalise, comment aussi on arrive à accompagner les actions qui sortent du plan d'action. Et je crois qu'un des enjeux qui ressort aussi souvent, c'est comment on arrive à mettre autour de la table les acteurs économiques, typiquement la restauration commerciale, la grande distribution aussi, pour avoir l'ensemble des acteurs dans ces projets-là. Et puis bon, le deuxième, c'est assez classique, mais tout ce qui est le moyen de pouvoir orienter les politiques et les budgets pour aller dans le bon sens. Et là où la collectivité aussi a un rôle important, c'est sur tout ce qui est politique foncière et soutien aux agriculteurs, où il y a un vrai accompagnement qui peut être proposé par la collectivité pour le soutien à l'installation, notamment l'accompagnement et l'évolution vers des pratiques plus vertueuses. Et puis, ça a été bien évoqué, mais le troisième levier, c'est tout ce qui est achat durable en lien avec la restauration collective. Et alors, par rapport aux exemples que j'ai entendus ce matin, nous, on a aussi une démarche au restaurant de l'ADEME à Angers, où on essaie d'avoir une restauration la plus exemplaire possible. Et dans les deux, je ne sais pas si ça a été évoqué, mais dans les 2 actions qui ont été mises en place parmi d'autres, mais que je trouve intéressantes, ils ont aussi mis ils mettent un petit affichage, c'est mon dernier jour pour les plats, qui nous invite à chaque fois, nous, en tant que consommateurs, à aller choisir plutôt les plats qui risquent de se perdre. Et puis, on teste aussi une offre petit mangeur de viande, donc pour essayer aussi d'inciter à réduire ces portions.
Et du coup, pour faire juste un focus sur la restauration collective, pour nous, c'est vraiment un outil, dans le contexte actuel. Si on revient au sujet de la table ronde qui est de la sensibilisation des consommateurs, pour nous, il y a un vrai outil avec cette restauration collective, puisqu'elle permet de toucher finalement un certain nombre de publics, entre le personnel, l'équipe enseignante, ça a été dit plusieurs fois, les enfants et les parents. Il y a vraiment matière à ne pas juste subir Egalim, mais à aussi en faire un vrai outil de sensibilisation de ces différents publics, que ce soit, alors ça a été évoqué, c'est vrai que la campagne de mesure du gaspillage, c'est quelque chose qui est quand même assez parlant comme première accroche, en tout cas, c'est quand on veut lancer des animations, mais après on peut aussi imaginer beaucoup de choses. Nous, on y travaille sur notre restaurant pour essayer de voir comment on peut provoquer aussi des échanges sur l'évolution des pratiques, sur les repas végétariens, pourquoi pas mettre en profiter pour faire des animations aussi avec les filières d'approvisionnement local. Et alors j'ai relevé du coup avec Laura quelques initiatives parmi d'autres un peu inspirantes. Le premier, c'était le défi, alors j'ai mis famille alimentation positive, mais c'est peut-être foyer alimentation positive maintenant, qui sont portés par les groupements d'agriculture bio, et qui sont justement souvent portés par des collectivités et qui ont vocation à faire de la sensibilisation auprès des familles en proposant, alors sur plusieurs mois, un certain nombre de défis à relever par famille. Et je crois qu'il y a 7, alors c'est pas 7 collectivités, mais 7 défis qui ont été lancés en Normandie. Et du coup, j'ai mis à droite la dernière en date. Qui était le défi porté par Saint-Lô Agglomération. Et puis, alors le deuxième exemple, c'était un exemple d'affichage, une campagne de publicité qui a été portée par le SMEDAR, donc le syndicat mixte d'alimentation des déchets de l'agglo de Rouen, qui a fait un affichage, c'était pendant la période du Covid, dans la ville de Rouen, sur les abribus, sur la consommation de légumes frais. Et c'est vrai que c'est un exemple intéressant parce que finalement, la publicité, elle a quand même beaucoup d'impact sur nos choix alimentaires. Et donc, c'est vrai qu'aller sur ce terrain-là, c'est aussi intéressant. Ensuite, un autre exemple d'initiative intéressante, c'est toutes les initiatives aussi qui sont portées par les régies de quartier. Donc, les régies de quartier qui agissent plutôt dans les quartiers populaires et qui portent beaucoup d'initiatives. Donc, il y a plus d'une centaine de régies de quartier en France et qui portent des initiatives autour de l'agriculture urbaine et l'alimentation saine avec l'enjeu de sensibiliser aux enjeux d'alimentation. Et puis, donc on retrouve beaucoup de jardins partagés derrière, des épiceries solidaires aussi. Et voilà, du coup, j'ai pris l'exemple du jardin partagé de la régie de quartier d'Alençon, où il y a un travail qui est fait avec une 50aine d'habitants, des ateliers de cuisine, des échanges autour des techniques de jardinage. Et voilà, mais c'est un exemple parmi d'autres. Et puis la dernière initiative, alors là, on sort de Normandie. C'est une expérimentation qui a été menée assez récemment par la ville de Strasbourg, où ils ont expérimenté la livraison de paniers de légumes bio pour les femmes enceintes sur ordonnance, donc pendant 7 mois. Et donc l'idée, initialement, c'était plutôt de lutter contre, de sensibiliser à l'enjeu des perturbateurs endocriniens, mais du coup, ils proposent finalement plein d'animations aussi à ces femmes-là, au-delà des paniers, pour réfléchir aussi sur les enjeux de l'alimentation. Et du coup, c'est une expérimentation qui a très très bien marché. Ils ont pu couvrir sur 1 an, je crois que c'était 1/4 des femmes enceintes de la ville, et donc ils vont le reconduire là pour 3 ans avec des cofinancements de la CAF, de l'ARS et de la CPAM aussi. Donc c'est une initiative qui est assez intéressante. Et pour terminer, je voulais juste mentionner qu'on a pas mal de ressources à l'ADEME à votre disposition. On a une boîte à outils, on va retrouver pas mal de retours d'expérience d'autres collectivités pour voir ce qui est fait, ce qui est porté par d'autres. On a aussi pas mal d'outils pédagogiques qui sont en libre accès, des infographies, pas mal de choses pour la sensibilisation au grand public sur les enjeux de l'alimentation durable. Et puis, on a aussi, alors ça c'est plus en termes d'accompagnement sur l'alimentation, on a une page Agir qui est dédiée aux collectivités où on recense un petit peu tous les dispositifs d'aide qu'on peut avoir à l'ADEME, même si ça reste quelque chose d'assez générique,
qui peut être assez... Enfin voilà, ce qui est activé région par région peut différer un petit peu. Donc après, votre meilleur contact, ça reste Laura, si vous avez de toute façon un projet ou une demande d'accompagnement spécifique. Voilà. Et j'ai terminé, je vais passer la dernière. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la présentation qui vient de vous être faite? Oui, alors c'est une question, remarque. Je pense que ça regroupe toutes les interventions qu'on a eues depuis ce matin, qui disent qu'effectivement, on ne peut pas faire ça seul. C'est vraiment ensemble avec les collectivités, avec les associations, avec les entreprises qu'on va pouvoir s'améliorer dans tous les domaines. Je pense à ça parce qu'on parle des tensions sur les agriculteurs. J'ai une petite pensée pour le contournement est de Rouen qui risque de bétonner des terres agricoles. On parle de la méthanisation et des solutions qui existent. Et c'est vrai qu'on va avoir besoin des institutions aussi pour échanger. Je pense aussi à la PAC, la politique agricole commune, qui est vraiment mal fichue. Du coup, je suis très heureuse qu'on évoque ces sujets ici, puisque effectivement, à l'échelle locale, on peut en parler ensemble et puis faire remonter ces informations-là ou ces propositions-là pour changer le système un petit peu plus haut. Merci. Plus un commentaire. Est-ce qu'il y aurait d'autres réactions? Oui, une question pour l'ADEME. Il y a quelques années, il y avait eu une infographie avec les comptes de l'anti-gaspi par le ministère de la Culture qui reprenait des chiffres dont les sources étaient de l'ADEME, qui indiquaient que le gaspillage était évalué à entre 100 et 160 euros par personne et que ça représentait entre 12 et 20, je crois que c'était 20 milliards d'euros par an. Ça voulait dire que ça représentait à peu près un tiers de la nourriture produite dans le monde jetée. Je voulais savoir si depuis cette infographie qui commence un petit peu à dater, si vous aviez le sentiment qu'on allait vers une réduction du gaspillage, où ces chiffres étaient plutôt stables, en hausse. Et voilà, il y a tout un tas de moyens qui sont mis sur un tas de choses. Mais je trouve quand même assez scandaleux de se dire qu'il y a un tiers de la nourriture produite dans le monde par rapport à ce que vous indiquez comme étant des besoins en hausse de l'accès à l'alimentation, de se dire qu'un certain nombre de structures n'ont concrètement pas les moyens de récupérer en fait toute cette marchandise qui est produite. Alors certes, il faut faire fonctionner les usines de méthanisation, fournir du compost, etc. Mais comment on peut produire autant de nourriture et la jeter? Alors, bon, il y a plein de choses dans la question, mais une réaction en tout cas sur... alors, on partage complètement cet enjeu et ce constat que un tiers de la production perdue, c'est beaucoup. Après, sur est-ce que ça a été évalué financièrement, l'impact, est-ce que ça a été réévalué récemment, comme ça a été dit, je pense, par Nathalie ce matin et rappelé, on a un moment un petit peu particulier où... ce qui circulait aujourd'hui, c'était des chiffres ADEME qui provenaient d'une étude qui a été faite en 2016. Et puis aujourd'hui, on change un petit peu de contexte puisqu'il y a un reporting qui va être fait maintenant par le ministère auprès de la Commission européenne. Et donc, on a finalement des nouveaux chiffres qu'il va falloir s'approprier puisque derrière, on compte plus vraiment pareil le gaspillage alimentaire. On a changé un petit peu les périmètres. Dedans, on va les compter des déchets non comestibles, finalement, au niveau du consommateur. On va ne plus compter, je pense, les pertes au niveau agricole. Il y a des choses qui ont un petit peu bougé. Donc, c'est difficile, avec les nouveaux chiffres qui sont en train de sortir et qui ont été présentés, de se comparer et de voir comment ça évolue. Par contre, ce qu'on attend, je pense qu'on aura de la donnée à partir de l'année prochaine, dès qu'on aura la deuxième campagne qui suit cette méthodologie. Et là, on va pouvoir voir comment ça bouge, même si, comme ça a été dit aussi, on était sur une année un peu particulière. Donc, il va peut-être falloir attendre un petit peu. Voilà, donc c'est vrai qu'on n'a pas... En tout cas, dans les ordres de grandeur de ce qui est sorti des derniers chiffres, c'était plutôt les mêmes, stables, et c'était plutôt des ordres de grandeur à peu près similaires. Après, il va falloir voir sur une même méthodologie, sur plusieurs exercices, que ça donne. Ce qui est compliqué, c'est l'évaluation. C'est pour ça, c'est un de nos axes de travail, mais même au niveau mondial, c'est compliqué, parce que la première étude, c'était un focus dans différents pays. Il y avait eu vraiment un échantillonnage dans plein de pays.
Et ils n'ont jamais refait d'études vraiment équivalentes. La première étude en 2010 de la FAO. Et c'est vrai que la France, on a refait des études, mais pas avec les mêmes périmètres, mais globalement, c'est sur le même volume. Mais par exemple, les déchets alimentaires non comestibles, les épluchures, n'étaient pas prises en 2016. Et là, maintenant, en 2020, on les a mises dedans. Là, les résultats, le camembert que je vous ai montré tout à l'heure, dedans, il y a les épluchures. Donc, par contre, tout le gaspillage dans les champs, il est plus présent, il est plus comptabilisé. Mais voilà, la tendance, ce serait plutôt de dire que c'est stable pour l'instant, parce qu'il y a des actions qui ont été faites pour réduire, mais il y a tout un système qui n'a pas été modifié. Donc, c'est un peu le sujet depuis le fil rouge, depuis ce matin, où on dit que voilà, le gaspillage, c'est plus lié à un système alimentaire. Et donc là, le système n'a pas changé. Donc, mais il faudra creuser et s'affiner et être meilleur dans l'évaluation, dans les territoires et au niveau de la région, nationale et internationale. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Donc sinon, on va passer à la deuxième intervention de Delphine Labouze, où on va vraiment faire un focus sur le gaspillage alimentaire et on va vraiment, donc là on n'était plus sur quelque chose de systémique, de global, mais plus de voir comment réussir à faire changer les pratiques. Donc là on s'intéresse vraiment aux citoyens. Mais je pense qu'il y a des liens, vraiment, vous nous ferez des liens avec les autres acteurs. Mais il y a ce côté de comment on arrive à faire changer les pratiques. Là, on a vu les recommandations de l'ADEME, en tout cas vers quoi on voudrait tendre, mais comment on arrive à faire changer les choses. Est-ce que ça va être des petites interventions ou comment faire changer ça? Et donc là, les sciences commencent à nous apporter vraiment de la matière dessus. Donc je vous laisse et vous présenter. J'appuie là. Donc, bonjour à tous et toutes. Déjà, juste avant de commencer, je voulais savoir qui parmi vous connaît ou sait ce qu'est la psychologie sociale. Vous pouvez lever la main si vous savez ce que c'est. Okay. Donc, il y a quelques mains qui se lèvent. Donc, en général, ce n'est pas forcément très connu comme discipline. On connaît bien la psychologie clinique, donc qui va s'intéresser aux individus, la sociologie, qui étudie plutôt la société dans son ensemble. Et la psychologie sociale, on est un petit peu entre les deux, puisqu'en fait, on va étudier l'individu, donc on va s'intéresser aux émotions, aux comportements, influencés par le groupe. Donc on va du coup agir à des petites échelles, à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'un bâtiment, pour essayer de mieux comprendre quels sont les processus psychologiques et sociaux qui vont expliquer pourquoi j'agis ou j'agis pas de telle ou telle façon, et pourquoi, même si parfois je suis convaincue, sensibilisée, je vais avoir du mal à changer mes pratiques et mes habitudes. Donc là, je vais essayer de vous présenter un retour d'expérience sur un projet qui est un projet de recherche-action qui s'appelle Sensi Gaspi, qui visait à accompagner les familles dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc sous l'angle de la psychologie sociale, qui est voilà, ma discipline. Donc moi, j'ai un profil, j'ai fait un doctorat en entreprise et depuis 8 ans, j'ai créé ma propre structure pour vraiment être sur le terrain et accompagner des acteurs, donc ça peut être des associations, des collectivités, l'État, j'ai beaucoup de projets financés par l'ADEME. Donc j'ai cette double casquette, recherche et action. Donc l'idée, c'est comment on utilise tout ce qu'on connaît d'un point de vue théorique en sciences comportementales pour mettre en place des actions qui soient les plus efficaces et les plus durables possibles sur l'impact au niveau des comportements. Donc voilà, ça c'était pour la présentation. Donc là, je vais vous présenter, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que c'est un projet en partenariat avec l'Université de Nîmes, un bureau d'études qui s'appelle Environon et la CLCV. Donc je vais vous présenter rapidement le projet avec la méthode, les principaux résultats, sachant que tous les documents sont accessibles sur le site de la librairie de l'ADEME et aussi sur mon site internet. Donc vous aurez aussi le PowerPoint avec... donc si ça vous intéresse d'aller creuser, parce que c'est un gros projet, il y a beaucoup de rapports, on a créé des documents de valorisation, donc vous aurez accès à tout ça. Là, je vais faire ça de façon synthétique. Donc c'est un projet qui a été financé par l'ADEME dans le cadre d'un appel à projet recherche, donc sur les transitions écologiques, économiques et sociales. On avait du temps, puisqu'on avait 33 mois au total pour tout mettre en œuvre. Un comité de pilotage avec différents experts, et notamment Montpellier Supagro, AgroParisTech, l'INRA, et une école de commerce. Et puis on était aussi accompagné par une association qui s'appelle De mon assiette à notre planète, qui fait beaucoup d'éducation au goût, notamment avec les scolaires. Donc on a fait dans un premier temps une grosse revue de la littérature. Ça qui est bien dans les projets financés par l'ADEME, c'est qu'on a du temps pour aller voir qu'est-ce qui se passe,
dans la littérature internationale, est-ce qu'il y a déjà des résultats sur lesquels on peut s'appuyer pour ne pas repartir à zéro à chaque fois? On a, suite à cette revue de littérature, créé un questionnaire exploratoire. Donc là, on avait identifié dans la revue de littérature les principaux déterminants du gaspillage alimentaire et on les a testés donc, dans un questionnaire psychosocial. Et ensuite, notre objectif, c'était de créer une expérimentation, donc avec un petit groupe de familles. On était sur 21 familles au total. Mais l'idée, c'était vraiment de créer cette expérimentation pour comprendre un petit peu les principaux leviers du changement. Donc, on a agi dans 3 zones géographiques, Paris et la région parisienne, et puis ensuite Montpellier et Saint-Christol-les-Alès. Et on a accompagné les familles donc, dans une démarche expérimentale qui a duré 15 mois, qu'on a évaluée avec des méthodes de questionnaire et d'entretien, pour permettre ensuite de faire des documents de valorisation pour tirer les principaux enseignements. Très rapidement, la synthèse bibliographique nous a permis de montrer qu'il y avait vraiment un fort enjeu à agir au niveau des consommateurs et à changer les comportements avec des choses assez complexes puisque le gaspillage alimentaire, ça regroupe plein de pratiques différentes. On a tout ce qui va concerner l'achat, la cuisine, la préparation, la gestion des déchets, etc. Donc au final, on est sur des gestes qui sont très divers et qui sont habituels. Donc les habitudes, c'est difficile à changer parce que c'est routinier, donc c'est automatique, ce qui fait qu'en fait, on n'a pas forcément conscience de certaines choses qu'on va faire de façon habituelle. Donc il faut accompagner les changements d'habitude. De façon générale, le gaspillage, c'est socialement indésirable, c'est-à-dire que personne n'aime gaspiller. Donc c'est quelque chose qui peut paraître assez banal à dire, mais en fait, ça suscite des émotions négatives. Donc l'idée, c'est comment on accompagne pour réduire ce gaspillage, puisqu'on a vraiment eu une aversion pour le gaspillage, on n'aime pas gaspiller. Et en même temps, on a ce paradoxe parce qu'en fait, les Français ont tendance à sous-estimer la quantité d'aliments gaspillés d'environ 40%. Donc on a une mauvaise perception, on pense qu'on gaspille beaucoup moins que ce qu'on gaspille réellement. Vous verrez qu'on a utilisé ça pour mettre en place l'expérimentation. Et on a beaucoup cherché quels sont les biais cognitifs qui expliquent le gaspillage. Alors les biais cognitifs, c'est en fait la façon dont fonctionne notre cerveau. Comme on est tout le temps confronté à une multitude d'informations qu'on ne sait pas forcément comment faire pour traiter parce qu'on a trop d'informations, notre cerveau il prend des raccourcis qu'on appelle des heuristiques de jugement, donc des raccourcis de pensée pour aller plus vite, qui peut parfois nous amener à faire des choses qui ne sont pas forcément toujours très rationnelles. Donc là, je vais vous citer quelques biais cognitifs qui sont en lien avec le gaspillage alimentaire que nous, on a trouvé dans la revue de littérature. Si ça vous intéresse, il y a un document très bien fait qui s'appelle le Codex des biais cognitifs, qui recense tous les biais cognitifs identifiés par les neurosciences et les sciences comportementales. Et l'idée, c'est de se dire, si on en a conscience, derrière, on peut arriver à agir de façon un peu plus rationnelle. Donc là, le premier, c'est le fait qu'on va privilégier des bénéfices immédiats aux conséquences à long terme. Donc si j'adopte un comportement qui va générer chez moi une émotion positive comme le plaisir, il va être privilégié, même si les conséquences pour ma santé sur le long terme vont être négatives ou sur l'environnement. Un autre biais, ce qu'on appelle le biais de l'état émotionnel, donc c'est un petit peu connu, c'est si vous êtes très en colère ou si vous avez très faim ou si vous êtes très triste et que vous allez faire vos courses, vous n'achèterez pas la même chose que si vous êtes dans un état plus positif. Donc en fait, la décision en tant que consommateur, elle va être influencée par des choses non rationnelles, qui est dans quel état affectif je me situe à l'instant T. Un autre élément qui s'appelle l'effet d'autorisation morale, c'est le fait que lorsqu'on réalise un comportement vertueux dans un domaine, ça va quelque part nous autoriser à en adopter d'autres qui sont moins vertueux. Donc certaines personnes vont se sentir autorisées à gaspiller parce que par ailleurs, elles trient très bien leurs déchets. Donc voilà, c'est des éléments intéressants à connaître. Et un petit peu dans la même logique, un autre biais cognitif qui s'appelle le biais d'action unique, c'est le fait que les individus vont percevoir un risque diminué lorsqu'on a réalisé une seule action, alors qu'en fait, il y aura plein d'actions différentes à faire. Donc je vais mettre en place un comportement et je vais me dire, ok, ça suffit pour réduire mon gaspillage, alors qu'en fait, c'est un ensemble de comportements. Et un dernier élément qu'on connaît plutôt dans le domaine de l'énergie, mais qu'on a aussi retrouvé là dans cette littérature sur le gaspillage alimentaire, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. C'est le fait que quand on veut améliorer une pratique, parfois on va avoir un effet contre-productif. Et là, par exemple, ce qu'on a observé, c'est des cas où le gaspillage alimentaire augmente lorsque les personnes installent un bac à compost. Donc ça peut paraître un petit peu paradoxal, mais au final, les gens se disent, en fait, ce que je gaspille, c'est pas vraiment gaspiller, ça retourne à la terre, donc ça va au compost, donc finalement, c'est moins grave. Voilà.
Donc c'était pour vous présenter de façon très synthétique, parce que là encore, on a beaucoup d'enseignements sur cette revue de littérature, donc j'ai sélectionné quelques éléments. Je vais faire pareil pour le questionnaire exploratoire. J'ai juste 2 slides pour vous présenter les principaux enseignements. Donc ce questionnaire, on l'a fait passer à 1153 personnes. Et on a, dans ce questionnaire, vraiment sélectionné de nombreuses dimensions qu'on voulait étudier. On demandait d'abord aux personnes d'estimer leur fréquence de gaspillage sur différentes thématiques. Et on s'est rendu compte qu'il y avait 79% des répondants qui déclarent, donc c'est dans la déclaration, gaspiller très peu, puisqu'on était sur des échelles de fréquence qui allaient de 0, jamais, à 10, toujours, et on était entre 0 et 2. Donc là, on voit bien qu'on a cette, c'est pas dans l'ordre, qu'on a cette sous-estimation du gaspillage, parce que les gens ont tous l'impression de finalement très peu gaspiller. Et on a testé, en fait, l'utilisation d'un message de déculpabilisation. Donc c'était un tout petit message qu'on mettait au début du questionnaire, qui disait, donc je vous l'ai noté là, nous connaissons tous ces moments où nous avons jeté de la nourriture alors que nous avions prévu de la manger. Il n'y a pas de honte à avoir, seulement des solutions pour agir. Donc l'idée, c'était d'essayer de déculpabiliser les familles, parce qu'on a vu que la culpabilité, c'était une des principales émotions négatives qu'on ressent quand on gaspille. Et on s'est rendu compte que juste en mettant ce message, qu'on a réparti de façon aléatoire dans la moitié des questionnaires, eh ben, ça a augmenté de façon significative la fréquence déclarée de gaspillage. En fait, déjà, si on déculpabilise les gens, ils sont un petit peu plus honnêtes, ou en tout cas, ils ont davantage de facilité à reconnaître qui gaspille. On a aussi observé que le gaspillage alimentaire augmente lorsqu'il y a plus de personnes dans le foyer et lorsqu'on a des personnes plus âgées. Donc ça, c'était des corrélations significatives. Ce qui est le plus gaspillé, donc sans beaucoup d'étonnement, c'est les fruits et les légumes, qui sont 2 fois plus gaspillés que le reste. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, cette aversion pour le gaspillage. Toutes les personnes interrogées sur l'échelle de gravité du gaspillage alimentaire, c'est considéré comme grave, quel que soit le type d'aliment. Nous, on avait des hypothèses que peut-être la viande et le poisson ou les aliments bio, ce serait considéré comme plus grave de les gaspiller parce qu'ils ont coûté plus cher, etc. Non, de façon générale, aucun consommateur n'aime gaspiller et il trouve que c'est grave de jeter de la nourriture qui aurait pu être consommée. Alors là, je vais entrer un petit peu dans des considérations qui viennent de la psychologie sociale, parce que là, on voulait voir, nous, quels étaient les déterminants du gaspillage. Donc, qu'est-ce qui explique le fait de gaspiller? Et ce qui arrive en premier, c'est que les personnes qui gaspillent le plus sont celles qui ont un faible sentiment de contrôle. Alors ça, c'est une dimension qui vient de la psychologie sociale, qui s'appelle le contrôle comportemental perçu. C'est en gros, est-ce que je sais comment faire pour réduire mon gaspillage alimentaire? Donc ça, c'est une dimension, moi, qui revient dans tous mes projets, sur toutes les thématiques que j'aborde, c'est comment faire pour que les personnes se sentent capables d'agir, comment leur donner les moyens d'agir, comment faire pour renforcer le sentiment d'auto-efficacité et réduire le sentiment d'impuissance. En parallèle de ce sentiment de contrôle, les variables les plus importantes pour réduire le gaspillage, on retrouve 2 variables qui viennent de modèles théoriques en psychosocial sur les changements de comportement, qui sont la norme morale et l'attribution de responsabilité. En fait, pour changer, il faut que je m'attribue une part de responsabilité. Ça veut dire, il ne faut pas que je culpabilise, mais il faut que je comprenne quel est mon rôle. En quoi, moi, en tant que consommateur, citoyen, famille, etc., en quoi j'ai une part de responsabilité dans les problématiques environnementaux, sanitaires liées au gaspillage alimentaire. Et le deuxième élément, c'est la norme morale, c'est j'agis parce que c'est important pour être en accord avec mes valeurs, avec mes convictions. Donc ça, c'est un des plus importants déterminants de la réduction du gaspillage. Et ce qu'on a trouvé de façon assez étonnante, c'est qu'en fait, les émotions positives liées au fait de réduire le gaspillage arrivaient devant les émotions négatives qu'on ressent quand on gaspille. Et ça, j'y reviendrai après, parce que c'est très important comme moteur du changement de s'appuyer sur des émotions comme la satisfaction, la fierté, l'optimisme, plutôt que les émotions négatives qu'on ressent de frustration, culpabilité, impuissance, etc. Et enfin, et là c'est un peu étonnant dans ce questionnaire, parce que parfois dans la littérature on trouvait un peu l'inverse, mais nous, auprès de ces 1153 répondants, on a trouvé que les principales motivations pour réduire le gaspillage alimentaire, c'était des motivations d'ordre environnemental, puis arrivent ensuite les motivations sanitaires et ensuite les motivations financières. Donc l'aspect économique, on dit souvent, de toute façon, pour faire changer les gens, il n'y a que le porte-monnaie. C'est pas vrai. Il y a aussi les valeurs, il y a aussi le bien commun, il y a aussi d'autres considérations. Pour vous dire concrètement, qu'est-ce qu'on a mis en place? Donc la revue de littérature et le questionnaire exploratoire, ça nous a permis de définir sur quoi nous, on va agir pendant notre expérimentation.
Dans un premier temps, on a recruté des familles volontaires. Donc ça, c'était grâce au réseau de la CLCV, qui est l'association de consommateurs qui nous a accompagnés sur le projet. Donc c'était un appel à volontaires de familles qui voulaient participer. Donc forcément, dans ces projets, on a toujours un biais parce qu'on n'a que des familles qui sont motivées. Mais justement, ce qui nous intéresse, c'est de voir chez les gens déjà sensibilisés, déjà motivés, comment on fait. Parce qu'on a vu qu'en fait, la plupart des personnes ressentent cette aversion pour le gaspillage. Donc en fait, aller sensibiliser, convaincre, ce n'est pas forcément nécessaire. Les gens sont déjà convaincus, mais c'est juste qu'ils ne savent pas comment faire. Donc ensuite, on a mis en place un protocole avec des visites à domicile, des phases d'auto-observation, des ateliers collectifs où les familles pouvaient se retrouver, une phase d'évaluation. Donc on avait un questionnaire qu'on a fait passer à T0 et à T1, et des ateliers de clôture. Donc pour rentrer un petit peu dans le détail, les visites à domicile, donc ça durait en moyenne 2 heures, et donc il y avait un chercheur qui allait au domicile de chaque famille pour passer 2 heures à discuter. Donc dans un premier temps, la famille remplissait un petit questionnaire d'auto-évaluation sur différentes thématiques, donc à la fois les pratiques alimentaires, mais aussi les différentes dimensions que je vous ai présentées, les variables psychosociales que nous on avait identifiées. Ensuite, on avait 1h30 d'entretien, donc où vraiment là, les familles pouvaient approfondir cette thématique du gaspillage alimentaire. Et on leur proposait, suite à ces visites à domicile, 2 semaines d'auto-observation. Donc je vais vous présenter juste après la grille. Pour vous dire qui a participé, on avait quand même majoritairement des femmes, en tout cas celles qui ont participé aux entretiens, parce que parfois ça concernait toute la famille, avec un âge moyen qui était de 45 ans. Donc ça, c'était plutôt... Parce que nous, notre objectif, quand on a choisi les foyers témoins, on avait donné comme critère à la CLCV d'avoir le plus de diversité possible dans les profils. Donc voilà, des foyers qui allaient de personnes seules, retraitées, à couples sans enfants, avec enfants. Voilà, une diversité au niveau de la composition familiale et quand même un niveau socio-culturel plutôt élevé avec des personnes qui avaient dans l'ensemble fait des études supérieures, mais par contre sans lien avec la thématique alimentation ou environnement. La grille d'auto-observation qu'on leur remettait à la fin de l'entretien, l'idée c'était de la mettre sur son réfrigérateur ou dans sa cuisine, en tout cas dans un lieu central. Et pendant 2 semaines, tous les jours, remplir cette petite grille pour noter est-ce que j'ai jeté quelque chose, si oui, pourquoi, essayer d'estimer les causes, qu'est-ce que j'ai ressenti, donc les émotions. Si je n'ai rien jeté, qu'est-ce que j'ai mis en place pour éviter, donc s'intéresser autant à ce qui a été jeté que à ce qu'on a évité de jeter, donc qu'est-ce qu'on a mis en place. Donc voilà, notez tout ça. Et ce qui avait d'intéressant, c'est que nous, l'équipe de recherche, on l'a fait en même temps que les participants. Donc moi, j'ai collé cette grille sur mon frigo et pendant 2 semaines, je l'ai fait. Et juste ça, ça permet vraiment une prise de conscience et c'est juste de l'auto-observation. Donc pour l'instant, on ne change rien. On avait bien dit aux familles, là, on ne change rien. Après, la phase d'après, on change des choses, mais là, au début, c'est vraiment état initial. Donc ça, c'était déjà très enrichissant de faire ça. Et on a choisi cette méthode plutôt que la pesée, qui est traditionnellement fait dans les opérations foyer témoins, parce qu'on avait sondé des familles avant qui nous avaient dit mais en fait c'est hyper contraignant d'aller peser ces poubelles, etc. Donc on s'était dit voilà, on ne va pas entrer nous dans quelque chose d'aussi technique que de peser tous ces déchets, mais plutôt faire de l'auto-observation qui était plus accessible comme méthode. Donc après cette première phase d'auto-observation, on a organisé des ateliers collectifs donc dans nos 3 zones géographiques où on a fait se réunir toutes les familles. Donc là, il y avait un premier temps qui était un temps d'échange libre, déjà pour faire connaissance, parce que c'était des familles qui ne se connaissaient pas du tout, et partager les grilles d'auto-observation. Donc chaque famille savait que pendant l'atelier collectif, elle allait pouvoir partager ses remarques, ses observations sur quelles sont les causes du gaspillage dans ma famille. On avait une chercheuse en nutrition humaine et en physiologie qui était donc une chercheuse de l'université de Nîmes, qui était présente pendant l'atelier. Au début, on voulait qu'elle fasse un PowerPoint et qu'elle présente la nutrition, c'est quoi, l'équilibre alimentaire, la conservation des aliments. Et en fait, on s'est dit que c'était plus pertinent qu'elle soit autour de... Enfin, on était vraiment en cercle comme ça, un petit cercle, et qu'elle apporte tous ces éléments d'expertise, de connaissance, d'apprentissage, mais de façon beaucoup plus... pas de façon hiérarchique, en fait. Je ne sais pas comment dire. Elle était présente et elle répondait aux questions, et donc elle apportait tous ces éléments aux familles. Et suite au constat des grilles d'auto-observation, on a invité les familles à réfléchir en face de chaque cause du gaspillage, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme geste. Et ça change en fait au niveau de la méthode des fameux guides qu'on connaît, où on les connaît en fait les gestes. Sauf que là, c'était des gestes hyper précis
et vraiment adapté à chaque famille. Donc, il y avait des choses très précises sur qu'est-ce que je fais avec mes verres de poireaux, comment retourner mon pot de confiture pour pas qu'il y ait des moisissures. Enfin, donc, vraiment, on a co-construit une liste de gestes très, très précis et adaptés aux problématiques des familles. Et à la fin de l'atelier, donc une fois qu'on a ensemble co-construit cette liste de gestes, on proposait à chaque famille ce qu'on appelle une procédure d'engagement. Alors moi, l'engagement, c'est quelque chose que j'utilise dans tous mes projets et que je pense est utile à partager avec vous. Donc c'est des théories en psychologie sociale. C'est un mot de notre vie courante, mais en psychologie sociale, l'engagement, c'est vraiment le lien entre un individu et ses actes. En fait, on est engagé par nos comportements. On n'est pas engagé par nos paroles. Toutes les promesses électorales ne servent à rien tant qu'il n'y a pas des actes derrière. Donc en fait, l'engagement, c'est le lien entre une personne et ses actes. Et on connaît en fait un certain nombre de critères qui vont augmenter la force de l'engagement. Donc comme je vous disais, le fait de s'engager sur quelque chose de très précis, le plus détaillé possible, parce que s'engager à réduire son gaspillage alimentaire, ça ne sert à rien. Par contre, s'engager à retourner systématiquement son pot de confiture dans le frigo pour pas qu'il y ait des moisissures, voilà, c'est hyper précis. Donc on a une plus grande probabilité de passer de l'intention à l'action. S'engager aussi dans un contexte de liberté. Alors ça, il y a eu je ne sais combien d'études en psychologie sociale qui ont testé la petite phrase « vous êtes libre de », avec la suite. Et bien juste ce « vous êtes libre de », ça renforce l'engagement parce qu'en fait, j'ai le choix. Donc si j'ai le choix, c'est que je l'ai fait parce que c'est moi qui ai décidé. Tandis que si on me l'a imposé ou si j'ai un système de récompense ou de punition, une contrainte extérieure, une contrainte financière, bah, du coup, je ne serai pas engagée. Je le fais parce que ça va me permettre d'avoir telle récompense ou d'éviter telle punition. Donc ça, c'est vraiment important, ce contexte de liberté. Et pareil, voilà, dans les projets, parfois on dit aux gens, on leur propose une liste de gestes qui est déjà établie et on leur dit, vous choisissez 3 gestes. Bah, là, on n'est pas dans un contexte de liberté. Le contexte de liberté, c'est vous avez le choix d'accepter ou de refuser de participer. Vous avez le choix de 0, 1, 2, 3, 10, 20 gestes. Enfin, plus les gens ont le choix, plus l'engagement sera fort. Ensuite, un des critères qui augmente la force de l'engagement, c'est le côté irréversible de l'acte. Donc, par exemple, signer une charte, bah, j'ai mis ma signature, même si c'est un engagement symbolique, mais j'ai signé. Du coup, ça m'engage encore plus. Et puis, en fait, enfin, l'aspect public, bah, le fait de partager les engagements en public devant d'autres familles, il y a des témoins. Donc, mon engagement, je sais qu'en plus, après, là, dans le programme, bah, il y a des ateliers collectifs. Donc, je sais que je vais avoir des comptes à rendre quelque part. Donc, je vais avoir vraiment envie d'aller jusqu'au bout de mes engagements. Et enfin, une technique aussi très simple à mettre en œuvre et très efficace, ça s'appelle l'implémentation d'intentions. C'est encore une fois comment on réduit le décalage entre les intentions et les actions, bah, en implémentant les intentions, c'est-à-dire tout simplement on précise où, quand, comment. Encore une fois, bah, si je m'engage sur un geste, eh ben, je vais dire à partir de quand. Donc ça peut être utile pour les fameuses résolutions de nouvelle année. C'est en fait être dans le détail de dire, voilà, à partir du 1er février, je vais faire ceci, et on détaille je sais pas moi, entre midi et 13h, et plus on détaille ce qu'on va faire, plus il y a de chances qu'on le fasse réellement. Et donc voilà, vraiment préciser où, quand, comment. Donc ça, je vous montre un exemple de charte d'engagement. Donc ça, vous aurez le document, ça reprend ces critères de je suis libre d'accepter ou de refuser de participer, je suis libre de choisir un ou plusieurs gestes. On détaille les gestes très précis qui sont issus de la liste qui a été co-construite, et puis on met la date, on signe, et la famille garde un exemplaire, et nous, l'équipe de recherche, on garde un exemplaire. Donc il y a vraiment cet aspect public. On avait la chance pendant les ateliers d'avoir une facilitatrice graphique. Donc moi, j'ai découvert la facilitation graphique à cette occasion, et je trouve que c'est un levier d'animation super, parce que la personne, en direct, sur un grand tableau, nous fait le schéma visuel de tout ce qu'on est en train d'échanger et la synthèse, et ça permet de faire vraiment un support pour les échanges qui, je trouve, est très, très pertinent. Donc, suite à ces ateliers collectifs, on avait une deuxième phase d'auto-observation, où cette fois, les familles repartent de l'atelier avec leur charte d'engagement, qu'elles mettent sur leur frigo à côté de leur petite grille d'auto-observation. Donc, on a une deuxième phase, à nouveau 15 jours, où on renote à nouveau, est-ce que j'ai gaspillé des choses? Si oui, pourquoi? Les émotions. Et surtout, est-ce que j'ai réussi à tenir mes engagements? Et si je n'ai pas réussi, quelles difficultés j'ai rencontrées? Donc là, cette fois, c'est vraiment 2 semaines d'auto-observation, mais où on essaie de mettre en place des réels changements de comportement. Ouais, ça va, parfait.
Et ensuite, on devait refaire des visites à domicile, mais c'était la période Covid, donc on a fait des entretiens téléphoniques pour refaire le bilan quantitatif et qualitatif avec les familles. Et on a terminé avec des ateliers collectifs de clôture du projet. Et donc, pour vous donner rapidement quelques éléments sur les aspects évaluation, on a observé, donc, grâce au questionnaire, une diminution de la fréquence déclarée de gaspillage alimentaire entre avant la participation à l'expérimentation et après. Donc, au niveau des liquides, des céréales, des viandes, des laitages et des plats préparés, mais malheureusement, au niveau des fruits et légumes, on n'a pas eu d'impact significatif. C'était la thématique la plus difficile à aborder. Et donc, ça s'explique par une évolution positive des habitudes alimentaires. Donc, on avait questionné les familles sur un certain nombre d'habitudes. Donc là, on voit qu'entre avant et après, on a une augmentation de familles qui prévoient les menus des repas de la semaine, une augmentation des familles qui font une liste avant de partir en course, qui organisent le réfrigérateur en mettant devant ce qu'il faut consommer en premier, adapter les quantités au nombre de personnes à table, etc. Donc un changement réel dans les habitudes alimentaires. Et grâce aux entretiens aussi qu'on a fait avec les familles, elles nous ont toutes dit qu'il y a eu vraiment un impact de la participation aux ateliers. Et pour elles, la méthode a été efficace pour changer leurs habitudes et leurs comportements. Parce que dans un premier temps, elles ont pu faire un état des lieux initial qui permet de prendre du recul, d'analyser déjà quelles sont mes pratiques actuelles, quelles sont les causes de mon gaspillage et qu'est-ce que j'ai envie de faire, vers quoi j'ai envie d'aller. Ensuite, dans un deuxième temps, prendre conscience des enjeux. Donc là, c'était grâce aux ateliers et aux apports experts en nutrition, en physiologie humaine, mais aussi quel est l'impact environnemental du gaspillage. En troisième, une fois qu'on a compris les enjeux, qu'est-ce que chacun peut faire à son échelle? Donc là, c'est la fameuse charte d'engagement où je repars avec une liste précise de gestes sur lesquels moi, je peux agir à mon échelle. Et puis enfin, comment je passe à l'action? Donc là, c'était vraiment cette idée d'essayer de mettre en œuvre nos engagements et puis de pouvoir les partager ensuite avec les autres familles pendant les ateliers collectifs. On a identifié des éléments importants. Donc ce matin, c'est pas mal ressorti l'importance du collectif, que seul on ne peut pas y arriver. Et donc là, faire partie d'un groupe de famille, ça permet pour certains de se lancer ou de se remotiver. Ça permet d'avoir des moments conviviaux où on va partager ses expériences entre pairs, où on peut du coup identifier d'autres idées, des marges de manœuvre, mais aussi, j'en discutais en aparté pendant la pause, valoriser ce qu'on fait déjà. Donc ça, c'est hyper important, se dire, ok, il y a beaucoup de choses à faire, on peut se sentir découragé, donc c'est important de prendre du temps pour déjà se féliciter, se valoriser de ce qu'on fait déjà, et puis être dans une dynamique positive de comparaison sociale, où on va du coup se comparer aux autres, et ça va nous donner envie de nous améliorer. L'importance du sentiment de contrôle, donc je vous en ai parlé, se sentir capable d'agir. Donc là, on a observé une augmentation du sentiment de contrôle, donc est-ce que les familles se sentent capables d'agir entre avant et après l'expérimentation, et donc ça a augmenté grâce à tout ce qu'on leur a donné en termes d'informations, de connaissances, de recommandations. L'importance de ce qu'on appelle le cadrage positif de l'information, ça veut dire accentuer sur quels sont les gains du changement, plutôt que dire si vous ne changez pas, il y a tel et tel risque. Et c'est beaucoup plus efficace donc de montrer les bénéfices, l'intérêt de changer en termes environnementaux, de santé, mais aussi de bien-être, de lien social, etc. Ne pas culpabiliser, donc ça je vous l'ai dit tout à l'heure, et plutôt favoriser les émotions positives qui vont être des moteurs importants de changement sur le long terme, et ce qu'on appelle les motivations internes, c'est-à-dire je le fais parce que c'est important pour me sentir aligné avec mes valeurs, etc. Et enfin, un élément qui vient un petit peu élargir et peut-être faire le lien avec la présentation tout à l'heure, sur l'importance de la cohérence globale, on s'est rendu compte que ça avait un impact sur d'autres gestes. On a agi sur le gaspillage alimentaire, mais on a aussi mesuré sur le tri des déchets, les économies d'énergie, les économies d'eau et les achats éco-responsables, parce qu'en fait, on a une motivation sociale à la cohérence. On a tous envie d'agir de façon cohérente pour ne pas se sentir en dissonance cognitive, en fait. Donc ça, c'est un élément important. Et juste une dernière slide sur le bilan. Donc, ce qui a été efficace dans cette méthode, et je pense qu'il peut être réutilisé de façon opérationnelle sur le territoire, c'est d'associer la parole, l'observation, là en l'occurrence l'auto-observation, avec quand même des connaissances et un phénomène d'apprentissage, renforcer la capacité d'action, donc le fameux sentiment de contrôle dont je vous ai parlé, permettre de s'engager dans l'action,
Ensuite, de mesurer, alors nous, ce n'était pas avec des pesées, mais c'était avec ce système de questionnaire et d'auto-évaluation, et puis s'inscrire dans une dynamique de groupe. Donc tout ça entraîne des réels changements de comportement et d'habitude, et donc une réduction du gaspillage alimentaire. Donc là, je vous ai mis tous les rapports qu'on a produits, si ça vous intéresse d'aller voir un petit peu plus loin tout ça, et aussi les documents de valorisation. Donc vous avez accès à tout ça en ligne. Donc ça, on a aussi fait une infographie, donc ça peut être pas mal pour communiquer là-dessus. Et puis n'hésitez pas à me contacter, donc j'ai mis mes coordonnées, puisque moi je suis consultante indépendante, et donc du coup j'accompagne aussi bien les associations, les collectivités, les entreprises, sur cette thématique de comment on accompagne les changements de comportement. Donc ça peut être sous format conférence, formation, conseil, accompagnement, ou même aller plus loin, former les animateurs territoriaux ou former les chargés de mission sur ces questions de psychologie sociale et de changement de comportement. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Merci. Merci beaucoup, très intéressant. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle par rapport à toutes ces informations, ces connaissances? Je pense qu'après, il faut le temps de les digérer, comme ça on fera le lien avec Marine. Un peu dense. Oui, le panel était super varié entre Paris, Montpellier et Saint-Christol-les-Alès, ultra rural. Et y a-t-il une différence de résultats ou de comportement sur ce... Non. C'est pour ça que je n'ai pas présenté. Effectivement, on a comparé tous les groupes expérimentaux et on n'a pas vu de différence significative entre urbain, rural. Donc j'ai présenté que les résultats significatifs. Et donc effectivement, après, je pense que ce n'était pas un panel suffisamment large pour faire des études statistiques dessus. Ce n'était pas l'objectif. Mais du coup, en tout cas, de ce que nous, on a observé, on n'a pas vu de différence. Une autre question? Ah oui, d'accord, j'avais pas compris, pardon. Je me demandais, dans le panel qui a été choisi, pourquoi vous avez retenu le critère des études supérieures? Ah non, ce n'était pas un critère. En fait, c'est pour savoir à qui on a affaire, on demandait tout un tas de questions pour connaître le profil des familles. Et on a observé que dans notre profil, on avait quand même beaucoup de bac plus 5, voire plus. Donc je l'ai mentionné pour dire que voilà, c'était peut-être un biais, qu'on avait des familles quand même assez avec un niveau d'études élevé, quoi. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, on va pouvoir enchaîner. Donc on va justement voir un projet. Comment ça peut se traduire concrètement? Donc là, ça tombe bien parce qu'en Normandie, il y a le CPIE qui a proposé, donc avec l'ADEME, je crois que c'est au niveau national, l'ADEME. Je ne sais pas si dans les autres régions, c'est des CPIE aussi. Alors pour l'instant, il n'y a que la région Normandie. Ah, il n'y a que la région Normandie. Donc la région Normandie est un peu en pointe. Donc sur ce projet Défie-toi, donc qui reprend pas mal d'éléments qui viennent d'être présentés. Donc Marine va nous présenter un peu le cadre, parce que ce n'est pas que le gaspillage, mais voilà, il y a des éléments de gaspillage et ça va reprendre certains éléments concrets. Merci. Alors bonjour à tous. Donc moi je suis ici pour vous présenter le projet donc Défie-toi qui a commencé donc en 2021. Donc c'est sur l'idée des défis familles qu'on connaît, défis familles à énergie positive, à alimentation positive. Mais nous, notre idée, c'était de ne pas se limiter à une seule thématique, mais bien de dresser un état des lieux de toutes les thématiques qui concernent la vie quotidienne, donc à savoir le logement, les déplacements, l'alimentation et la consommation générale. Dans consommation, on entend également déchets. Donc c'est vraiment une expérimentation qui était en partenariat avec l'ADEME sur 2 ans pour la région Normandie. Donc on a réussi à avoir un territoire par département normand. Généralement des agglomérations, on a juste eu donc pour la Seine-Maritime justement la commune de Montivilliers. Donc à chaque fois, donc le CPIE Vallée de l'Orne qui est basé à Caen est coordinateur de l'action. Par contre, on s'appuie sur les associations locales pour animer le défi sur son territoire. Donc on s'appuie notamment sur les CPIE parce qu'on a la chance d'avoir 4 CPIE en Normandie, mais aussi sur d'autres associations. Sur la Seine-Maritime, justement, on a travaillé avec l'association Carder. Parce que pour nous, c'était beaucoup plus logique de travailler avec des associations qui connaissent bien le territoire où le défi est mis en place. Donc le but, c'est d'accompagner 25 foyers par territoire pendant 6 mois.
donc sur toutes ces thématiques. Pour le coup, tout le monde peut participer dans le sens où on veut toutes les typologies de foyers. C'est pour ça qu'on parle plutôt de foyer et pas de famille, parce qu'on ne voulait pas que les gens, les personnes célibataires ou les colocations, ne se sentent pas intégrées à la démarche. Donc c'est vraiment les personnes qui vivent sous un même toit, même si elles sont seules, qui peuvent participer. Et on souhaitait également avoir tout profil de sensibilité. Alors, les inscriptions sont sur la base du volontariat, donc je ne vais pas vous mentir, on a eu principalement des personnes qui étaient déjà sensibilisées à ces thématiques. L'avantage du défi multithématique, c'est que généralement, elles étaient peut-être très avancées sur une ou deux thématiques, mais pas sur les 4. Donc, il y a quand même eu une marge de progression pour ces familles-là. Donc voilà. Et le but aussi, qui était celui de l'ADEME notamment, c'était d'avoir des foyers selon ce qu'on appelle les grands moments de vie. Donc les moments type les déménagements, l'arrivée à la retraite, l'arrivée d'un enfant, qui, selon les études, favorisent le changement de comportement. Parce que pour le coup, on a bien intégré tout ce que Delphine vient d'expliquer pour son expérimentation. Nous, on les a bien intégrés aussi. Dès le début, on s'est dit qu'il fallait qu'on intègre toutes ces théories de psychologie sociale et de changement de comportement. D'ailleurs, tous les animateurs des défis-toits en Normandie sont formés par l'ADEME sur accompagner le changement de comportement. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans la méthode du défi. Plutôt sur la dynamique, donc c'est un défi où on propose plusieurs temps, donc bien sûr des ateliers et des visites tout au long des 6 mois, des temps collectifs, parce que donc, sur les ateliers, on est sur des groupes qui sont plus restreints pour justement favoriser les échanges entre eux. On a des temps, ce qu'on appelle les événements, où là, on regroupe la totalité des foyers. On a également, bien sûr, des indicateurs de suivi, parce que nous, on a besoin de savoir si les foyers évoluent et comment ils évoluent au cours de l'aventure. Et aussi des petits challenges. Ça, c'est plutôt sur la base du volontariat, mais on essaie à chaque fois de faire correspondre à l'atelier qui vient de se faire. Par exemple, si on a un atelier sur la mobilité, le challenge qu'on va lancer par la suite, c'est cette semaine, j'essaye de prendre le vélo, que ce soit pour le travail ou pour le loisir, mais j'essaye de le prendre le plus possible dans la semaine d'après pour que ça continue par la suite. On s'adapte aux spécificités de chaque territoire, donc c'est-à-dire qu'on a une méthode bien définie de défi, mais par contre, les ateliers et les visites ne seront pas forcément similaires entre les territoires. Ça dépend des associations qui sont présentes. On fait beaucoup de visites de sites, donc ça dépend de tout ça. Et oui, comme je le disais, donc ça permet au foyer vraiment d'avancer sur toutes les thématiques. Bon, là, je vais aller vite, mais donc, je disais, il y a 3 temps forts tout au long du défi, un au début, un au milieu et un à la fin. Et en fait, l'idée, c'est que nous, avant le lancement, on arrive quand même avec une très bonne idée de ce qu'on va faire sur les 6 mois, mais ça reste une aventure qui est très participative. Donc, sur l'événement de lancement, il y a tout un temps où, justement, la parole est donnée au foyer pour qu'eux expriment ce dont ils ont envie et besoin. Et dans ces cas-là, nous, on s'adapte. Par exemple, s'il y a un atelier auquel on n'avait pas pensé, on essaiera de le mettre en place parce qu'on voit que ça correspond à un besoin qui a été défini par les foyers. Et on essaie également de les intégrer à la co-animation d'ateliers parce qu'il y a certains foyers qui ont des compétences sur certains domaines. Je pense tout de suite aux ateliers couture ou fabrication de cosmétiques, par exemple. Donc, quand un foyer sait faire, c'est vrai qu'on le met tout de suite, j'en parlerai à la fin, mais dans cette position un petit peu d'ambassadeur et de témoignant pour l'intégrer aux échanges. Et bon, bien sûr, on est là à côté parce que l'animation, c'est pas non plus donné à tout le monde. Mais voilà, on essaye de les mettre en avant le plus possible. On a plusieurs types d'ateliers. Ce qu'on a beaucoup, c'est ce qu'on appelle, nous, les papotes. Donc là, c'est vraiment l'idée où on arrive avec un thème
et en fonction de ce dont les participants veulent parler, partager, on va cibler sur certaines choses. Par exemple, si on a un thème énergie et que les personnes arrivent et elles veulent parler impact du numérique, on va parler impact du numérique. Et généralement, dans ces ateliers papotes, l'animateur est plus là en tant que facilitant les échanges parce qu'on se rend compte qu'entre pairs, ils s'apportent déjà les réponses et les solutions. Et c'est pour ça que c'est hyper important pour nous en termes de dynamique de groupe. On voit que vraiment, entre eux, déjà, ils s'apportent énormément de choses. On a les ateliers qui sont plus de présentation. Donc là, ça va être des ateliers un petit peu plus scolaires. Mais par exemple, je pense tout de suite aux ateliers qu'on fait sur la mobilité, notamment la présentation d'offres de mobilité qui existent sur son territoire. Parce que voilà, si on veut changer ses habitudes, il faut aussi savoir ce qui est à notre portée. Donc ça, c'est des ateliers un petit peu plus scolaires. On a les ateliers pratiques où là, vraiment... par exemple, fabrication de cosmétiques, produits ménagers, déco de Noël, maison, où là, vraiment, pour le coup, les participants sont vraiment acteurs de l'atelier et repartent avec ce qu'ils ont fabriqué. Oui. Et on a également les visites pour montrer les lieux emblématiques du territoire. Je pense notamment quand on fait visiter les syndicats de traitement de déchets ou ce genre de choses. Alors là, je vais plutôt cibler sur se nourrir, pour le coup. Donc on a plein d'ateliers. C'est là qu'on met aussi la gestion au naturel de son jardin, plantes comestibles, etc. Mais on a du coup des ateliers qui sont plutôt sur le gaspillage alimentaire, donc notamment des ateliers cuisine qui marchent bien. Et à chaque fois, on a fait des partenariats avec les syndicats de traitement des déchets et les services mobilité des collectivités qui ont l'habitude d'animer ce genre d'atelier. Et on fait également la papote anti-gaspi. Donc là, l'idée, c'est vraiment de leur donner les informations classiques qui concernent le gaspillage alimentaire, mais aussi de les faire parler sur eux, quelles sont leurs pratiques, les aliments qu'ils gaspillent le plus au quotidien. Et on leur apporte des solutions, mais encore une fois, ils s'apportent aussi des solutions entre participants, et c'est ça qui est super pour nous. Tout à l'heure, je disais qu'on avait également des indicateurs de suivi. On a 4 temps de mesure, un au début, un au milieu, un à la fin et un 6 mois après, parce que l'important pour nous, c'est de voir si 6 mois après la fin de l'accompagnement, ils continuent à mettre des choses en place ou au moins si c'est bien ancré dans leurs habitudes. Donc je vais plutôt cibler sur le questionnaire éco-gestes. En fait, on a une liste de 140 éco-gestes et à chaque fois, sur chaque temps de mesure, ils doivent nous dire si l'éco-geste est mis en place tout le temps, souvent, parfois, jamais, s'ils ne sont pas concernés ou s'ils aimeraient le mettre en place. Et sur tous les territoires, on a vu une évolution autour de 23% des éco-gestes on a 23% d'éco-gestes qui sont mis en place tout le temps en plus par rapport au début. Et on voit que 6 mois après, il y a un maintien. Donc ça, c'est super pour nous. Sur certains territoires, il y a même des participants qui continuent d'évoluer. Donc ça veut dire que la démarche est bien ancrée dans leurs habitudes et qui continuent à mettre eux-mêmes des choses en place sans l'accompagnement. Alors là, j'ai isolé plus les éco-gestes qu'on a sur le gaspillage alimentaire. Donc je ne vais pas vous les relire parce que je pense qu'on les connaît bien ici. Mais du coup, ça m'a permis de montrer qu'entre, en tout cas, le T0, donc au début, et le T2 à la fin, sur les éco-gestes gaspillage alimentaire, on a quand même une belle évolution dans je le fais tout le temps. Donc il n'y a pas tout qui s'affiche, je suis désolée, mais donc il y a bien tous les items. Ça prouve que voilà, il y avait un réel intérêt pour eux de réduire leur gaspillage alimentaire. Et là, plutôt sur les retours d'expérience plus globaux. Donc, il y a vraiment un passage à l'acte des foyers parce qu'on a certains foyers, on a réussi à avoir des foyers qui n'étaient pas forcément très sensibilisés, mais qui sont venus vers nous parce ils avaient une autre porte d'entrée, ils voulaient faire des économies, mieux vivre au quotidien. Donc, ça permet vraiment de se lancer ou de se relancer dans la dynamique parce que parfois, on arrive à un état où on ne sait plus quoi faire pour continuer à progresser. Et donc, c'est pour ça que ces foyers se sont inscrits.
On a une super dynamique de groupe, comme je le disais. Le fait de ne pas se sentir seul, c'est très important pour eux. C'est rassurant aussi. Comme le disait Delphine aussi, c'est rassurant de se dire qu'ils mettent déjà en place beaucoup de choses. Et nous, on appuie beaucoup sur ça. On est toujours dans le positif, la non-culpabilisation, le non-jugement. Donc ça, c'est très important pour nous. Et voilà, donc il y a vraiment un sentiment de confiance qui est partagé par tous les participants. Et le but, c'est d'avoir un noyau d'ambassadeurs à la fin de la démarche. Et là, on laisse la main aux collectivités pour s'appuyer sur ces foyers qui vont pouvoir transmettre leur expérience à d'autres. Voilà. Merci beaucoup, Marine. Est-ce qu'il y a des questions sur les défis qui ont été faits? Ou est-ce que c'était clair? Oui, désolée, je pense que j'étais un peu pressée. Non, c'est bon? On va poursuivre la fin, on n'est plus dans la dernière ligne droite. Donc pour finir, merci beaucoup à toutes les trois. Merci. Hop. On voulait vous faire, pour terminer, un petit retour des travaux européens. Donc au niveau européen, il y a tout un groupe qui s'est mis en place pour vraiment travailler spécifiquement sur la prévention des déchets alimentaires et pour essayer de trouver les actions qui permettaient d'avoir des retours et de l'efficacité. Il y avait vraiment le côté indicateur qui était important. Donc Emeline va vous faire un petit retour rapide de cette étude-là. Alors, donc effectivement, là, je vais vous parler des travaux du groupe européen qui se prénomme Prévention des déchets alimentaires des consommateurs. Ce groupe de travail est composé principalement de chercheurs universitaires, de membres d'ONG et d'institutions publiques de pays différents de l'Union européenne et qui ont tous déjà travaillé sur des campagnes de sensibilisation au gaspillage alimentaire. Donc ce projet a débuté depuis octobre 2021 et certaines recommandations que je vais vous partager aujourd'hui ont été diffusées le 29 juin dernier lors d'un événement qui s'est tenu au Parlement européen. Donc pour remettre un petit peu de contexte, les objectifs de ce groupe de travail européen est d'abord de rechercher des données et des solutions concrètes pour réduire le gaspillage chez les consommateurs dans les États membres de l'Union européenne. Il y avait également l'objectif d'évaluer les différentes solutions qui ont été identifiées sur leur faisabilité, leur portée et leur efficacité. Et tout ça a donné lieu ensuite à la création d'un recueil de bonnes pratiques pour des interventions efficaces qui peuvent être appliquées par les États membres de l'UE. Donc là, je vous présente rapidement les différentes typologies qui ont été étudiées et qui sont présentées dans ce recueil. Donc on a tout d'abord des outils de support et de consignes plutôt pour la maison. Ensuite, les interventions plutôt d'accompagnement de foyer, qui sont assez semblables à ce qu'on a pu voir avec le défi Toi. Des campagnes de communication et de sensibilisation, des programmes d'éducation et d'action menés dans des restaurants scolaires, des nudges testés en restauration. Donc des nudges, pour les personnes qui ne connaissent pas, ce sont en fait des petites modifications de l'environnement qui amènent ensuite à un comportement. Par exemple, les pas dessinés au sol pour aller aux poubelles, c'est un exemple de nudge assez courant. Ou alors les flèches dans les couloirs pour les séances de circulation, notamment pendant le Covid, étaient des nudges. Donc voilà, pour remettre en contexte. Et ensuite, le dernier type d'intervention était les programmes nationaux de prévention des déchets alimentaires. Les recommandations qui sont ressorties de cette étude menée par ce groupe étaient tout d'abord que la sensibilisation seule ne suffisait pas et qu'il fallait bien combiner les types d'interventions pour être le plus efficace possible. Les programmes éducatifs, quant à eux, peuvent être efficaces, mais on a vraiment besoin d'étudier les effets sur le long terme pour vraiment voir une efficacité. Il est important évidemment de s'adapter au contexte local et de s'appuyer sur les acteurs locaux. Et enfin, dans la routine quotidienne des consommateurs, elle va être perturbée par ces différentes actions. Donc l'idée, c'est qu'il y a vraiment besoin de maintenir une certaine dynamique pour que ça soit périn dans le temps. Donc pour commencer, les actions qui ont pu être présentées pendant cette réunion du 29 juin, donc elles n'y sont pas toutes évidemment, mais voilà, c'est un petit résumé.
On avait tout d'abord la campagne de sensibilisation et de changement de comportement Love Food, Hate Waste dans l'ouest de Londres qui a été menée. Et donc là, l'idée, ça a été une coordination en fait, de plusieurs réseaux pour toucher les citoyens. Donc c'est passé par la publicité locale et des supports matériels vraiment ciblés pour les citoyens de ce quartier-là de Londres. Et également voilà, tout ce qui était enfants des écoles primaires du quartier. Donc là, ici, cette action-là, elle a permis de réduire de 14% le gaspillage alimentaire par ménage et par semaine en 6 mois d'action. Et il y a également eu un calcul en fait, de ce qui a été gagné en gestion de déchets par la municipalité. Et il s'est avéré qu'en fait, pour chaque euro investi dans la campagne, la municipalité a gagné 8 euros voilà, dans la gestion des coûts des déchets. Ensuite, deuxième campagne de sensibilisation, donc toujours à Londres. Donc l'Angleterre est assez active au niveau des campagnes de sensibilisation sur le gaspillage. Donc cette fois-ci, l'idée c'est de combiner 3 messages différents. Donc réduire le gaspillage alimentaire, utiliser un compost et avoir une alimentation saine. Donc sous un seul message qui était donc Small Change, Big Difference. Désolée pour l'accent. Donc cette action-là a également permis une baisse de 14% du gaspillage qui a été calculée. Donc c'est également assez efficace. On passe à l'action suivante. Donc là, cette fois-ci, c'était en Hongrie. Donc la Hongrie, en fait, depuis 2016, mène une campagne de sensibilisation nationale sur le gaspillage, avec comme action la plus importante la diffusion dans des médias d'information qui ciblent les citoyens, d'informations sur le gaspillage, d'astuces, de conseils pour réduire le gaspillage à la maison. Et également la création d'un programme scolaire pour sensibiliser les enfants au gaspillage. Donc cette action-là, menée depuis 2016, a permis d'observer une baisse de 28% du gaspillage. Donc voilà, le gouvernement hongrois est assez engagé, en tout cas sur cette thématique-là. Chez les enfants notamment, il y a pas mal de choses qui ont été faites, d'ateliers, etc. Ensuite, une action qui change un petit peu, cette fois-ci, c'était donc en Allemagne. Une chaîne de supermarchés, Penny, a intégré dans sa formation auprès de ses employés une formation sur le gaspillage alimentaire, une sensibilisation, que ce soit sur le gaspillage dans leur magasin, donc au travail, et également à la maison. Cette formation, elle s'appuyait du coup sur du pair à pair, donc comme ça a été mentionné par Delphine et Marine, c'est vraiment quelque chose qui est assez efficace et très important, du fait que les employés se formaient entre eux, également partageaient leurs astuces, etc. Et également la synergie en fait, entre les valeurs personnelles des employés et celles de l'entreprise a également permis d'avoir des résultats efficaces. Et enfin, dernier exemple d'action, donc là qui est un peu plus simple à mettre en place, on va dire. Donc, ce sont en fait des outils et conseils pour les ménages, donc qui ont été mis en place. Donc pour l'image que vous avez à gauche aux Pays-Bas, donc c'était tout un kit qui était distribué aux citoyens avec, voilà, j'ai fait le détail, différents outils, que ça va des stickers aux recettes, aux livrets, etc. Donc aux Pays-Bas, cela a été mis en place. Et un autre outil aussi assez simple, donc c'est le scotch que vous voyez à droite, qui est en fait un scotch à coller sur les aliments à consommer en priorité. Ça a été expérimenté en Australie, si je ne dis pas de bêtises, oui, c'est ça. En Australie, et donc ça rejoint un peu l'idée du nudge, de petites actions assez simples qui permettent en fait de réduire le gaspillage à la maison et de faciliter aussi l'organisation dans une famille, par exemple, pour éviter de perdre ces aliments. Donc, pour conclure, donc là, les expérimentations, actions que je vous ai citées rapidement dans les différents pays européens sont à retrouver du coup dans le recueil qui a été écrit par le groupe de travail mentionné juste au-dessus. Donc c'est un recueil qui est en anglais, voilà, je préviens, mais en tout cas il est consultable, il est assez bien fait et du coup est vraiment classé par les types d'interventions mentionnés plus tôt. Donc si vous souhaitez y accéder, vous pouvez flasher le code qui s'affiche à l'écran, le QR code, pardon, et sinon vous pouvez également taper sur Google European Consumer Food Waste Forum, qui vous permettra d'avoir tous les documents disponibles et qui est du coup créé par ce groupe de travail. Avant que je quitte ce micro, pour information sur une autre note et sur toujours un QR code cette fois-ci, des affiches en A3 ont été installées sur les poteaux dans cette salle qui contiennent en fait un QR code qui vous amène directement au questionnaire d'évaluation de la journée des assises
qui nous permet du coup d'avoir vraiment votre retour sur le déroulé et les choses qui ont été proposées. Et du coup, pour information, parmi les répondants, il y aura une personne tirée au sort pour gagner un livre sur la thématique de la journée. Voilà, pour essayer de motiver aussi les troupes, parce qu'on sait que c'est pas forcément sympa de répondre à un questionnaire. Mais voilà, si vous souhaitez avoir la chance de gagner un livre très intéressant, et nous de pouvoir avoir un feedback, ce qui est très important pour nous, eh bien, je vous laisse flasher les QR codes et ils seront également envoyés par mail le questionnaire de satisfaction. Voilà, je vous remercie et je laisse la parole pour la clôture. Merci beaucoup, Limeline. Donc, nous arrivons à la fin de cette journée qui fut riche. On a eu beaucoup d'échanges pendant les interventions et d'échanges aussi entre participants. Donc, merci à tous. Donc, voilà, je vous invite à nous faire part de vos commentaires sur la journée. Comme on vous l'a indiqué plusieurs fois, l'année prochaine sera les 10 ans du Régal. Donc, on va essayer de faire quelque chose de sympa. Donc, tous vos conseils et vos retours nous seront vraiment très utiles. Donc voilà, donc je vais appeler maintenant Madame Cécile Sinopatrie, qui est donc élue au département, vice-présidente chargée de la transition écologique, de la ruralité, de l'agriculture et de l'alimentation, pour clore ces journées. Merci Madame. Bonjour à tous, parce que je n'ai pas eu l'occasion de vous saluer étant arrivée en cours de route dans l'après-midi, mais j'ai pu en pointillé néanmoins suivre une partie de vos échanges. Vous saluer donc et vous remercier pour cette participation au sein de l'hémicycle. On était ravis de vous accueillir et puis du coup d'être témoin de tous ces échanges et de voir combien il y avait nombre d'initiatives. En tout cas, moi, j'ai pu en prendre la mesure au moins cet après-midi. Alors c'est vrai que dans ma délégation, il y a beaucoup de sujets qui rejoignent finalement votre thématique. Mais je suis aussi, parce que ça transcende, et vous allez voir dans ce que je vais raconter finalement, c'est aussi ça. Je suis prof aussi dans la vie, tous les jours. Donc je mange à la cantine depuis maintenant au moins 45 ans. Je n'ai que 55 ans, mais si j'inclus mes années d'élève, ça fait au moins 45 ans. Je suis aussi prof d'histoire géo. Et forcément, moi, à chaque fois, je ne peux pas m'empêcher de remettre tout ça dans une mouvance sur du temps long. Et de me dire, bon sang, mais comment on en est arrivé là? Je faisais encore les civils pendant la Première Guerre mondiale ce matin avec mes troisièmes. On parle de pénurie alimentaire. Je leur montre un extrait de la bande-annonce du film Les Gardiennes, où on voit les femmes qui peinent à remplacer les hommes dans les exploitations agricoles, à une époque où nos arrière-grands-parents, et même jusqu'au début des années 50, si j'en crois ce que me raconte ma maman ou mon papa, ou bien évidemment, sans le savoir finalement, parce qu'on n'avait pas mis des mots sur ce genre de choses, on n'avait pas intellectualisé tous ces concepts-là, mais on faisait de la sobriété. La sobriété, ma foi, contrainte, mais de la sobriété où on avait évidemment à cœur de ne rien gâcher. Surtout pas gâcher l'alimentation, qui représentait en plus, dans le budget familial, bien plus que ça ne représente aujourd'hui. Vous le savez bien, c'est l'évolution. Alors pour un bien aussi, c'est vrai, hein, ça a permis de dégager des moyens pour faire autre chose, mais du coup nous a éloignés de cette réalité de l'importance de la nourriture, du travail qu'il y a derrière, de cette connexion avec la terre, avec notre terre nourricière. Avec le travail nécessaire, puisque j'ai aussi dans ma délégation, vous l'avez compris, toute l'agriculture, le travail aussi de ces hommes de la terre, de ces femmes aussi, même si aujourd'hui, évidemment, c'est plus mécanisé, mais combien ce travail reste difficile malgré tout. Et j'en profite pour rappeler aussi qu'au département, ici, on a une politique d'aide, justement pour réduire la pénibilité de ce travail au jour le jour. Et puis, pour améliorer le sort de l'humanité, et c'était tant mieux, on a fait en sorte de produire plus au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, de faire en sorte que tout le monde puisse manger à sa faim. On a fait en sorte que les agriculteurs soient accompagnés pour leur donner les moyens, avec des intrants, avec du matériel, avec du machinisme toujours plus sophistiqué, de produire plus et toujours plus. Et c'est là où finalement la catastrophe arrive, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on a produit tellement plus dans cette société de consommation, pour ne pas dire aujourd'hui de surconsommation, où on est dans une société de surconsommation pour du coup dégager une société de loisirs, de plus en plus, j'ai envie de dire, auto-concentrée, auto-centrée sur elle-même, pour en avoir oublié et pour s'être complètement déconnecté du monde.
Vous avez noté qu'on est obligé de faire des dessins animés ou des films comme Avatar pour comprendre combien notre sort est lié à celui de la Terre aujourd'hui. Et pour sensibiliser nos élèves, avec des films aussi sur, j'oublie, mais celui qui ramasse toutes les ordures sur notre planète, le titre Wall-E, pour sensibiliser nos élèves sur tous ces sujets-là, combien on est loin de l'importance de cette planète nourricière et qu'on se doit absolument de préserver. Voilà, la catastrophe est arrivée et on rame aujourd'hui. On rame pour comprendre sur lequel il faut retravailler. Les gens, d'une façon générale, ont oublié aussi, et je le vois bien moi en milieu rural, combien effectivement on reste dans un milieu rural et qu'on se doit aussi de vivre en respect avec ce monde agricole, même s'il ne représente que 2% de la population. Et là aussi, on le voit dans nos classes, puisque aucun élève aujourd'hui quasiment n'a de lien avec le monde agricole. Et c'est un vrai drame, parce que du coup, ils ont complètement oublié toute cette partie de monde, de cette importance de ce travail, alors qu'il occupe les champs tout autour de leur établissement et de leur collège et de leur lycée. On est obligé donc de revenir sur du b.a.-ba, on est obligé de refaire des chartes du bien vivre ensemble entre les néo-ruraux, les ruraux, même les ruraux finalement, pas que les néo-ruraux, et le monde agricole pour comprendre qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des conflits d'usage et que c'est normal qu'il y ait un agriculteur sur la route avec son tracteur, parce qu'il va juste travailler pour faire du blé, de façon à ce qu'on ait des tartines, du pain à la boulangerie, et puis l'ensemble de nos céréales dans les différents rayonnages de Super U ou d'ailleurs. Voilà, c'est un peu le constat de tout ça. Juste une petite anecdote, et puis redire quand même 2 ou 3 choses quand même sur le département, j'y viens. J'ai eu l'occasion dans mes études de géographie de séjourner plusieurs mois en Inde, en milieu rural, et de vivre vraiment chichement dans une famille, mais suffisamment pour ne pas mourir de faim, je vous rassure. Et d'avoir appris, là pour le coup, la sobriété heureuse. J'insiste, heureuse. Je n'ai jamais vu autant de gamins contents d'être à l'école assis par terre, 60 dans une classe, sans dire un mot qui puisse contrarier l'enseignant, et vivre assez chichement finalement, mais être parfaitement heureux de leur sort. Sacrée leçon de vie. Et de revenir en France, et la première chose que j'ai dû faire, c'est d'aller faire les courses au supermarché. Et d'avoir un espèce de choc à nouveau culturel en rentrant au simple Carrefour Market de ma commune, à Fauville, et de revoir à nouveau ce rayonnage, cette abondance, surabondance de produits, et de me dire, mon Dieu, on a besoin de tout ça finalement, et d'avoir compris pourtant pendant 5 mois qu'on n'avait pas besoin de tout ça pour vivre. Voilà, autant de réflexions qui m'ont traversé l'esprit tout à l'heure quand je vous écoutais, parce que du coup aujourd'hui, on est obligé de bosser, et vous le faites, et l'ensemble des témoignages de tout à l'heure sur tout ce qu'on est obligé de faire pour réapprendre sur comment on ne fait pas de gaspillage, comment on peut utiliser les restes. Il y a même des applis aujourd'hui. Il paraît que l'intelligence artificielle va nous y aider, puisqu'elle va nous aider à faire des menus avec ce qui reste dans le réfrigérateur. J'entendais ça, je crois, à la radio ce matin. Bref, on en est là. On est obligé de redécortiquer tous nos gestes au quotidien pour, au-delà de prendre conscience que le gaspillage alimentaire, c'est un sacré gaspillage de ressources et d'énergie, mais j'ai cru comprendre que donc ça ne suffisait pas. La sensibilisation ne suffit pas. Il faut aussi réapprendre les gestes au quotidien de qu'est-ce que je peux faire avec ce qu'il y a dans mon réfrigérateur. Donc évidemment, je ne peux que vous encourager à poursuivre votre boulot dans toutes les associations que vous représentez aujourd'hui, l'ensemble en tout cas des structures qui sont présentes, parce que j'ai bien conscience que c'est un travail au jour le jour, c'est un travail de long terme, mais c'était juste pour vous remettre sur les échelles de temps. On a fait de la sobriété contrainte pendant des siècles et des siècles. On a tout bousillé en l'espace de quelques décennies. Et il faut qu'on pédale maintenant en marche arrière pour faire en sorte que le monde aille dans le bon sens. Et ça de façon relativement rapide, parce que inutile de vous dire que les enjeux en termes d'érosion, de ruissellement, de terre sont juste urgents. Surtout quand on voit certaines parties du monde, pour ne pas citer l'Inde par exemple. Voilà, donc les enjeux sont terribles. En matière de transition, on a, je crois, maintenant que quelques décennies pour vraiment faire marche arrière toute. Et puis, de remettre dans l'esprit de nos gamins, effectivement, l'importance de tous ces sujets-là. Et moi qui donc suis les gamins tous les jours au self, je pense qu'il y a encore vraiment du boulot. Et là, j'en arrive au département. En tout cas, pour ce qui nous concerne dans les collèges, on met tout en place petit à petit. Alors, il y a la loi Egalim, mais il n'y avait pas que la loi Egalim.
parce qu'on avait quand même bien conscience de tous ces sujets-là, avec notre plan, d'abord notre plan climat, que nous avons porté ici dans la collectivité dès les années... on l'a voté en 20, mais on a travaillé dès qu'on est arrivé. On a voté dans la foulée un plan alimentaire territorial et on a bien conscience qu'il faut travailler sur ce sujet-là dans les collèges, auprès de nos élèves. Alors grâce à des associations qui nous accompagnent, pour ne pas la citer Carder, mais pas que, grâce à Terraléo, Binapi aussi, avec lesquels on travaille sur un certain nombre de collèges, GRDF aussi qui nous accompagne sur le zéro gaspille 100% énergie, pour essayer aussi de donner du sens à tout ça. Et puis, au-delà de nos collégiens, il y a aussi toutes les structures, évidemment, avec lesquelles nous travaillons, sur les personnes en perte d'autonomie, les personnes en situation de handicap. Et enfin, dernier volet, enfin, c'est le deuxième pilier, je vous ferai grâce à un autre qui ne vous concerne pas aujourd'hui, mais c'est tout ce qui relève aussi de l'aide alimentaire, de la lutte contre la précarité alimentaire. On a eu quelques échanges là tout à l'heure. Nous sachez en tout cas... qu'au département, nous avons la volonté forte, là aussi, de donner du sens et de remettre, j'ai envie de dire, un petit peu de l'ordre dans tout cela, dans toutes les aides qui sont apportées avec l'État. Non pas que le travail ne soit pas bien fait, entendez bien, hein, je prends toutes les précautions utiles. On est bien conscient, là aussi, du travail qui est fait sur le terrain. Et pour ma part, en tant que prof, et bien avant d'être élue, j'ai pu, moi aussi, participer à des distributions alimentaires et je me rends bien compte de ce que ça veut dire et de la détresse humaine que nous avons aussi parfois. Je le vois aussi en tant que prof. Hein. J'ai été longtemps prof principal avant d'être élue, donc je me rends bien compte de ce que ça veut dire, mais de faire en sorte aussi qu'on puisse être efficient, c'est-à-dire d'apporter une aide alimentaire qui soit la plus égale à l'échelle du territoire. C'est-à-dire sur tous les pans de notre beau département, que ce soit en milieu urbain, en milieu rural, de faire en sorte que chacun puisse travailler en bonne intelligence avec une vraie, moi qui suis géographe, donc une belle répartition géographique, et en essayant évidemment, bien sûr, de vous accompagner financièrement, de faire en sorte que vous puissiez faire un réel accompagnement social, et ça, on ne doute pas que c'est votre volonté à tous, parce qu'on sait bien que c'est une porte d'entrée, l'alimentation, mais qu'au-delà de ça, il y a bien d'autres sujets. Il y a la précarité, pardon pour l'expression, elle n'est peut-être pas juste, mais sociale, avec les enfants derrière. Parce que moi, je pense aussi aux enfants. Bref, il y a un vrai boulot de fond là aussi. Donc, autant vous dire que ce soit sur l'agriculture, les agriculteurs ont conscience de ça d'ailleurs. Hein, je crois il y a eu un témoignage ce matin, me semble-t-il. Hein. Donc, le monde agricole, qui a la volonté aussi de donner du sens à son métier de plus en plus en faisant du circuit court, voilà, parce qu'on a bien conscience aussi de l'énergie gaspillée parfois, que ce soit dans nos établissements scolaires, à commencer par nos collèges, que ce soit dans nos établissements pour personnes âgées, personnes handicapées, personnes en situation, en difficulté d'une façon générale, que ce soit pour les personnes en précarité dans le monde ouvert, j'ai envie de dire, évidemment, il y a énormément de travail. Énormément de boulot, qu'il faut avoir la foi, mais je ne doute pas que vous l'ayez. Il faut des moyens, bien sûr, il faut des moyens financiers. Et là, le département, entre autres, est là aussi pour accompagner. Mais qu'il faut aussi faut donner beaucoup de soi-même. Et je ne doute pas que vous le fassiez sur le terrain, parce que c'est effectivement du travail de terrain. On travaille de l'humain, avec toutes les précautions nécessaires au jour le jour pour encadrer chaque individu dans sa personnalité et pour faire en sorte que notre monde ressortent par le haut de toutes ces transitions qui nous tombent sur le coin du nez aujourd'hui. On a l'impression que nous en faisons voilà, un sacré héritage, en tout cas, de ces années de surconsommation, mais il nous faut faire avec et donner un peu d'espoir aux générations qui arrivent, parce que j'entendais aussi ce matin à la radio que nous avions une baisse de natalité en France et que l'explication qui était donnée, entre autres, et il y avait des étudiants qui témoignaient ou des jeunes qui avaient décidé de ne pas avoir d'enfants parce que le monde leur paraissait bien trop sombre. Ça fait évidemment froid dans le dos. Et je me dis, c'est pas possible, on ne peut pas continuer ainsi. Il faut redonner de l'espoir, il faut donner du sens. Mais, alors là, pour le coup, je remets en avant Pierre Rabhi parce que je crois qu'il n'y a pas de meilleure, à mon sens, de plus belle expression. Il faut remettre en urgence de la sobriété, mais heureuse. Il faut de la sobriété heureuse à tout point de vue. Dans l'énergie, dans l'eau, ça va être un sujet aussi au département,
dans l'alimentation, dans toutes les ressources d'une façon générale, et faire du lien entre nous et redonner du sens à notre humanité. Voilà ce que je pouvais dire en simple citoyenne, j'ai envie de dire, hein, au-delà. L'élu a fait ce qu'elle peut avec l'ensemble de ses collègues, avec les moyens qui sont les siens et les moyens qui sont ceux de la collectivité. Mais en tant que citoyenne, j'ai envie de dire, chaque jour, essayer de donner du sens à notre petite existence. Nous ne sommes pas grand-chose et faire en sorte que tout le monde puisse en tout cas accéder à du mieux-être, à du mieux-vivre sur notre planète. Voilà, merci de votre attention. Merci, merci beaucoup. Donc nous allons clore ces assises. Il nous reste du travail à faire ensemble. Donc je vous dis à tous à très bientôt. Et voilà. Merci encore et bonne fin de journée à tous et bon retour.